ça y est, on a dépassé le million d'écoutes. Wouh, 1 million d'écoutes en moins d'un mois et demi, c'est énorme. Logan Paul vs Dillon Danis, parce que Dillon Danis a été infernal. Les collégiens de l'Oise remportent le prix Samuel Paty 2023. Bienvenue dans 10 000 pas, le podcast qu'on écoute en faisant ces 10 000 pas. Je m'appelle Ismail Ouslimani, aussi connu sous le nom de Raptor sur internet, youtubeur à plus de 700 000 abonnés, fondateur de Raptor Coaching Pro et Raptor Nutrition, mes entreprises spécialisées en transformation physique et en mieux-être. Et dans ce podcast, nous discuterons de philosophie de vie à la lumière de l'actualité afin de développer un mental d'acier et de conquérir le monde. Salut à toutes et à tous et bienvenue en 10 000 pas saison 2, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus long du game, le plus écouté du game, le plus intéressant du game et le plus saison 1 du game. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter, je suis le Raptor et on se retrouve pour l'épisode numéro 7 de 10 000 pas saison 2 en ce dimanche 15 octobre 2023. J'espère que vous allez tous bien. Vous êtes là pour le rendez-vous hebdomadaire, on ne pouvait pas le rater. Sachez, et je vous en remercie, que ça y est, on a dépassé le million d'écoutes. Wouh, 1 million d'écoutes en moins d'un mois et demi, c'est énorme. Let's go. Merci à tous pour vos partages, c'est grâce à vous, je vous le dis à chaque fois, c'est grâce à vous. Si vous partagez pas, qui va le faire? Certainement pas Apple Podcast, n'est-ce pas? Donc merci pour vos partages, merci, j'ai vu que les notes 5 étoiles montaient. On est à 8500 notes 5 étoiles sur Spotify, presque à 9000, it's over 9000, c'est notre objectif. Et puis sur Apple Podcast, toujours à la ramasse, mais on remonte 1500. Merci de prendre un tout petit peu de temps, ça aide énormément le podcast, c'est important de passer à la bonne parole. Et puis si vous voulez que les gens entendent autre chose que toutes les merdes là qu'on a régulièrement dans les tops, eh bien c'est le moment. Et puis qui sont mis en valeur. Aujourd'hui, donc je vous rappelle que vous pouvez partager ce podcast à 2 personnes, que vous pouvez me suivre et que vous devez me suivre sur Instagram @RaptorPodcast pour entrer en contact avec nous, qu'on lise vos messages, etc. Participer à l'émission, parce que c'est ça qui l'a fait vivre aussi. Et aujourd'hui, je vous explique pourquoi on est le podcast le plus saison 1 du game. On est le podcast le plus saison 1 du game, parce que aujourd'hui, on n'a que 5 rubriques. Il y a eu beaucoup de choses que j'ai dû faire cette semaine. J'ai eu des petits problèmes d'organisation, j'aurais pu mieux m'organiser, mais cette semaine, du coup, on loupe la rubrique 4 d'Exascan. Je sais que vous êtes triste, mais ce sera pour en faire une plus belle masterclass encore la semaine prochaine. On loupe la rubrique numéro 5, entreprendre, et on loupe quoi d'autre? Le test. Voilà. Donc tout reviendra évidemment la semaine prochaine. J'ai eu une semaine extrêmement chargée, qui m'a demandé d'être sur tous les fronts, parce qu'il y a eu des pas des inattendus, mais il n'y a jamais d'inattendus dans le monde de l'entreprise. Il y a que des plans A, B, C, D, mais du coup il a fallu faire des choses, rattraper des conneries des uns et des autres, et donc j'ai dû me retrousser les manches et m'y mettre 5 fois plus que d'habitude. Donc voilà, cette semaine c'est l'épisode le plus saison 1 du game. Je vous fais rapidement le sommaire. Rubrique numéro 1, on va parler du lancement de Elements, avec le déjeuner qu'on a fait avec tout l'équipage d'ambassadeurs Raptor Nutrition. On va parler de Spotify, qui partage ses podcasts, ses sélections podcasts, pour la journée de la santé mentale. Et oui, Spotify a vraiment à cœur la santé mentale des jeunes. On va parler d'Enlève tes chaussures, le podcast que j'ai fait avec Théo Lyon. On va parler du parrainage Zero to Hero, où il y a des petits malins qui commencent à se faire des couilles en or. Et on va parler de mon nouveau chapeau, mais bon, vous imaginez qu'on va pas y passer des siècles là-dessus, mais j'étais content, et donc ça fait partie de la semaine du Raptor. Rubrique numéro 2, les news de la semaine, on va parler des crêpes aux égouts parisiens. Voilà, je vous lis mes notes. On va parler de Logan Paul vs Dillon Danis, on va parler de la PMA pour les mères célibataires, très intéressant ce sujet, et enfin on finit avec ce qui secoue la France, le prix Samuel Paty. Voilà, vous allez voir que c'est un global, hein. Là on est sur le jackpot. Ensuite, rubrique numéro 3, leçon de vie. Cette semaine la leçon de vie, ne jamais prendre de décision sous l'émotion. C'est la base, c'est super important, et il faut que je vous l'amène avec des exemples personnels pour que ça rentre bien dans vos têtes. Donc ensuite ce sera directement, on va sauter à la rubrique numéro 7 et Raptor, je répondrai à toutes les questions que vous m'avez posées cette semaine sur Instagram @RaptorVSFont. Et enfin, la rubrique 8, sondage et devoir de la semaine. On reviendra sur le sondage de la semaine précédente, sur le devoir de la semaine précédente, sur vos retours, toujours très intéressants, que vous me partagez sur Instagram @RaptorVSFont et sur Spotify parce qu'il y a un outil de sondage. Et je vous donnerai sondage et devoir de cette semaine. Est-ce que vous êtes prêts à embarquer? Je vous remercie, comme chaque semaine, de m'accorder de 1 à 3 heures de votre temps précieux pour en apprendre plus, pour avoir des opinions sur des sujets un petit peu, les news,
pour votre fidélité, pour votre confiance. Je vous remercie énormément. Et vous avez bien fait. Vous avez bien fait, franchement. M'accorder 1 heure... Cette semaine sera plus autour de 1h30 que d'autour de 3 heures. Mais vous faites bien. Et si vous revenez, c'est bien parce que vous savez que vous faites bien. Sans plus de blabla, on commence avec la rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. C'est parti, jingle. Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. Cette semaine, c'était une semaine giga chargée, et pourtant, je l'avais anticipé, ça fait des semaines qu'on prépare ça, et en fait, il y a eu des inattendus au dernier moment, il y a des travaux de prestataires qui n'ont pas suffi, qui n'ont pas correspondu du tout à ce que j'attendais, donc j'ai dû trouver un moyen de faire mieux avec le peu de temps, etc., etc. Ça a été le gros rush, alors qu'on avait tout préparé, donc ça, c'est des choses qui arrivent, malheureusement, et donc j'ai eu beaucoup de travail, parce que vous savez qu'il y a eu le lancement de Elements, notre nouveau multivitamine et minéraux parfait qui complète parfaitement la gamme équilibre. Je vous en ai parlé la semaine dernière, il est sorti mercredi dernier, et on a fait pour l'occasion un déjeuner avec tout l'équipage des ambassadeurs Raptor Nutrition. C'était la première fois qu'on se retrouvait tous ensemble. Bon, il manquait Clément Dumais de Hit the Road, de Ninja Warrior, si vous le connaissez de là, qui est entre le Portugal et la Chine, il a plein d'événements, c'est toujours compliqué de le choper à Paris, forcément. Donc là, en fait, il y avait tous les autres. Il y avait Mathieu Leto Duclos, il y avait Amaury, donc César, il y avait Asiatomique bien sûr, il y avait Gabriel Levent, et on s'est retrouvé dans un endroit très sympa qui s'appelle le Cheval Blanc, le Tout Paris, qui est à la Samaritaine, qui est magnifique, et qui a une vue sur le Tout Paris, et c'est royal, et il faisait super beau, et du coup c'était un super moment, et évidemment on a bien rigolé, parce qu'en fait c'est comme ça que je recrute mon équipage. On a des projets d'ouverture plus tard, mais là, pour les gens proches de moi, dans mon équipage, quoi, du Roi des Pirates, j'ai envie d'avoir des gens avec qui on va pouvoir rigoler, qui ont les mêmes valeurs que moi, on va bien s'entendre, où ça va pas être le malaise ou quoi, qui en ont pas rien à foutre, qui sont impliqués, qui vivent aussi dans la marque, qui consomment les produits et qui ont des bénéfices, etc. Je veux que tout ça soit vraiment authentique, comme le podcast le plus authentique du game, et donc ça nous a fait grave plaisir, on s'est retrouvés, on a passé un bon moment, et je sais qu'il y aura d'autres occasions que je prépare en avance pour se retrouver, et ça risque d'être sympa parce que le groupe est très sympa, on a bien rigolé. Donc voilà, c'était le lancement, ça a marché du tonnerre de Dieu, alors bon, il va falloir déjà qu'on refasse une commande, parce qu'en fait, on a viré quasiment 30%, quasiment un tiers du stock au lancement, donc on est dans la giga merde, sachant que je sais qu'il y en a qui attendent de refaire leur prochaine commande pour le commander, donc on est dans la giga merde, donc là je suis déjà en train de refaire les commandes pour renflouer les stocks, donc voilà, je vous remercie pour votre confiance, et ça tue, donc voilà, c'était le gros truc de la semaine. Un lancement, ça se prépare toujours en amont, il faut des vidéos de lancement, il faut préparer les 40, il y a 40 certificats, parce qu'il y a tellement d'ingrédients qu'il y a des certificats pour chacun, etc. Il y a les études pour la fiche produit, nanana, donc ça prend un petit peu de temps, et bah au moins ça donne un truc qui est vachement complet, qui vous fait plaisir, donc ça déchire. Donc ça c'était la première news de cette semaine. Deuxième, j'ai appris que Spotify partageait ses podcasts, ses coups de cœur, à l'occasion de la journée de la santé mentale. Alors j'ignorais l'existence de cette journée, pour être honnête, mais ça m'a fait rire, évidemment, parce que je vais pas vous citer, évidemment, sa sélection, mais il y a que des trucs féministes, balance ta schneck, j'ai mes règles et alors, mon clito et mon doigt dans mon cul, c'est absolument que des trucs comme ça, et ça m'a fait rire parce que finalement, je m'en branle hein, de ces podcasts-là, ils sont sans intérêt, et ceux qui les écoutent, ou celles qui les écoutent, le sont certainement également, mais en tout cas, tant mieux si ça peut leur servir pour leur santé mentale, de pouvoir briser les tabous du caca et des sécrétions vaginales, c'est très bien pour elles, je suis très fier, très content pour elles. Cependant, bizarrement, il n'y avait pas de podcast qui s'adressait à la santé mentale des hommes. et là, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que, alors, je m'en fous, vous savez que je suis pas dans le concours de pleurniche, je suis pas dans ce qu'on appelle, à tort, parce que ça n'existe pas, le masculinisme, je suis pas du tout là-dedans, en fait, j'assume que la vie est difficile, et je me forge pour la combattre, et c'est mon rôle. Et c'est ça que j'essaye de partager. Mais, force est de constater que tout le monde n'est pas sur ma longueur d'onde, ne pense pas comme moi, et pourtant,
Donc ils vont me dire non mais ça c'est du masculinisme, ça c'est de la merde d'essayer de devenir fort. Essayer de faire des pompes et d'avoir un corps stylé et un mental stylé, sachez que c'est de la merde masculiniste hein, pour ces gogoles. Mais quand il s'agit de la journée de la santé mentale, et bah sachez qu'en fait la santé mentale des hommes, alors que c'est eux qui se suicident le plus, c'est eux qui ont des vies extrêmement difficiles dans tous les spectres, que ce soit le travail, les travails les plus difficiles sont les travails faits par des hommes, etc., etc. Les hommes sont les moins diplômés comparés aux meufs. Je suis pas là pour me plaindre en fait, je suis juste en train de vous dire une statistique qui est réelle. Donc selon eux, quand ils voient vous savez que ces gens-là, quand ils aperçoivent des inégalités, donc ils appellent ça des inégalités, parce que ça veut dire que il n'y a pas d'égalité, vous comprenez? C'est un problème pour eux quand il n'y a pas d'égalité, ils appellent ça des inégalités, c'est synonyme d'injustice. Et pourtant, ils ferment les yeux sur énormément d'inégalités. Alors moi, je m'en cogne, parce que les inégalités sont le fruit de ce qu'on est, de plein de choses. Je m'en cogne, et démerde-toi, en fait. Si t'es pas content, démerde-toi. Mais force est de constater qu'ils ferment les yeux à fond sur tous ces problèmes-là que rencontrent les hommes, et au moment de la journée de la santé mentale, et ben en fait sachez que vous êtes un mec et donc qu'on n'en a rien à branler de votre gueule. Et ça c'est un truc que je vous répète, et c'est la vérité, il faut que vous preniez cette donnée en considération. On s'en branle, le monde, et en particulier le système actuel, n'aura aucune pitié pour vous. Ce qu'on appelle le système patriarcal, nananana, c'est pas du tout le cas, et vous le voyez bien, et on s'en branle de vos problèmes mentaux, et s'ils s'en branlaient pas, ils décideraient pas de mettre des étiquettes sur des gens comme moi, de masculinistes toxiques, je sais pas quoi, alors que mon podcast, qui n'est pas du tout mis en avant, qui est ignoré totalement par Spotify, alors qu'il est numéro 1 du game, est peut-être, même certainement, celui qui a le plus d'effets positifs sur la santé mentale de milliers et dizaines de milliers, je rappelle qu'on est 1 million d'écoutes, de jeunes en France, en particulier de jeunes hommes, donc c'est juste qu'ils en ont rien à branler, tout ça c'est juste pour renforcer le point que je défends chaque semaine depuis des années, c'est l'agenda politique, c'est mise en avant de leurs petits copains, de leurs petits cercles, de leurs petits toutous, et rien de plus, ne croyez pas qu'ils ont votre intérêt à cœur, je tenais quand même à le répéter. Alors désolé Spotify, c'est toujours eux qui prennent, alors qu'Apple Podcast c'est les pires, mais vous avez le topo. Vraiment. Et je suis très fier d'ailleurs d'avoir un effet aussi grand. Je le sais parce que je reçois des DM par dizaines, de retours de gens qui me disent voilà le podcast t'a aidé, même par centaines en fait, quand on regarde les commentaires de ma précédente photo sur Instagram. Et donc, eh ben j'en suis très fier et je suis très heureux de servir à ça et de tirer plein de gens vers le meilleur en les tirant physiquement vers de l'activité physique régulière, vers la prise de conscience qu'ils ont un corps et qu'il faut se respecter, et en les tirant forcément aussi mentalement, et même bien plus, parce que je pense que à travers notamment la rubrique des news de la semaine, ben ça nous aide à relativiser sur ce qui se passe, à comprendre ce qui se passe et à s'en détacher quand on n'a pas vraiment d'action là-dessus. Donc voilà, c'était juste pour mon petit commentaire de ce qui s'est passé cette semaine. On poursuit, la transition est toute faite. Ce sujet-là, il a été abordé notamment dans le podcast que j'ai fait avec Théo Lyon, qui s'appelle Enlève tes chaussures. Et le concept, c'est dans le ses chaussures, mais c'est surtout d'être à la cool. On était sur un canapé et on était à 4, en fait, ils étaient 3, j'étais tout seul. Et on discutait ensemble de plein de sujets et on a abordé plein de sujets. On a abordé l'entrepreneuriat, on a abordé, je sais pas, mon parcours, énormément de sujets. C'est super complet, il y a plein de choses dont j'ai pas encore parler dans ce podcast ou que j'aborderai peut-être pas dans ce podcast. Donc allez l'écouter, il est disponible sur YouTube, sur Spotify, Enlève tes chaussures. Il est assez riche et si vous avez du temps cette semaine, c'est toujours sympa. Donc il y a celui-là et puis il y avait celui qu'on avait fait avec Biomécanique Podcast et celui qu'on avait fait aussi avec Eric Flag. Ces trois-là sont tous des masterclass, donc allez les écouter si vous avez un moment. Ensuite, je voulais vous parler du parrainage Zero to Hero qui marche à fond. Alors ça m'a fait rire de ouf parce qu'on a regardé par curiosité les chiffres cette semaine avec mon assistant. Vous savez qu'en fait, j'ai résolu l'équation du fitness avec Zero to Hero. J'ai proposé avec Raptor Bodyweight le programme final aussi de poids de corps qui a eu un succès phénoménal. Et en fait, récemment, donc il y a 3 mois je crois, on a mis peut-être moins, je sais plus, on a mis en place un système de parrainage. On a mis en place un système de parrainage, c'est-à-dire que tous ceux qui ont acheté Zero to Hero et qui ont accès à leur programme, ils peuvent se générer automatiquement un code qui permet une réduction à la personne qu'ils vont parrainer, une réduction quand même assez importante, hein, je sais plus combien c'est, je crois que c'est... Bref, en gros, le mec, je crois qu'il va l'acheter avec 50 € de réduction, et le parrain aussi va gagner 50 €, jusqu'à 50 €.
Et en fait, il y a des petits malins, enfin bravo à eux en fait, c'est pas des petits malins, c'est que non seulement ils ont un bête de physique, non seulement ils ont la diète la plus agréable de leur vie alors qu'ils vont que 3 fois par semaine à la salle, non seulement ils sont giga productifs, etc., ils sont grave satisfaits, mais en plus, ils gagnent de l'argent. Et notamment, notre plus gros parrain, là c'est le parrain de la mafia, il a gagné quasiment 1 000 euros. Parce qu'il parraine sur To Hero, il parraine sur Raptor Bodyweight, il a gagné près de 1 000 euros. Et je crois qu'il a 957 euros, je crois. Donc le mec a acheté un programme, il l'a acheté 197 euros, il a gagné 947 euros, il a un physique de ouf, enfin il est refait quoi. Donc je vous rappelle que le programme de parrainage existe et qu'il marche très bien pour, là je crois qu'on a sur le top ladder, on a une dizaine de mecs qui ont fait plus de 300 ou 400 euros. Donc bravo à vous, c'est incroyable et je suis content en fait, je suis content, j'ai résolu l'équation de l'argent aussi. Et finalement, cette semaine, j'ai aussi reçu mon nouveau chapeau, voilà, on finit avec ça. Vous savez que depuis cet été, je porte des chapeaux, enfin j'essaye de porter le chapeau dès que je sors. Je trouve, au début j'avais un peu du mal, je me disais tiens c'est bizarre, mais en fait je trouve ça vraiment, ça complète une garde-robe, je trouve ça cool. Évidemment c'est pas le truc obligatoire, enfin je veux dire ne vous forcez pas à mettre un chapeau si vous voulez pas, mais je trouve ça stylé. Et donc, j'avais fait un chapeau pour cet été, un Panama, enfin c'est un fedora, Panama ça veut dire que c'est en paille, il était tressé en Équateur, il était fait main ensuite par un artisan, donc c'était Maison Lorette à Deauville à l'époque, parce que j'étais à Deauville et j'ai rencontré là-bas, et il a déchiré, il avait un style de fou pendant tout l'été, j'étais trop content, sauf qu'il faisait un peu tâche maintenant que je mets un petit manteau pendant l'automne, là, l'arrivée des jours qui se rafraîchissent, il faisait complètement tâche même, et donc j'en ai fait refaire un qui est en feutre de lapin, et qui est marron, avec un bandeau aussi marron foncé, qui est ton sur ton, et je le trouve trop cool, et voilà, donc c'est toujours un fedora, il est exactement quasiment dans le même moule, et voilà, ça déchire, et je suis content, et je voulais vous en parler, et ce serait cool, parce qu'en fait, c'est ça, le truc, c'est qu'on revoit des images de Paris des années 50, je sais pas quoi, et on oublie que tous ces gens, ils s'habillaient d'une certaine manière, et on aimait leur façon de s'habiller, mais si on veut la revoir, et ben, il faut la reproduire nous-mêmes et commencer par là. Et moi, je trouve ça élégant et je trouve ça stylé. Voilà. Donc, c'est le chapeau en feutre de lapin marron qui me fait kiffer en ce moment. Voilà pour cette première rubrique, la semaine du Raptor. On passe tout de suite aux news de la semaine. On va se régaler. Le rubrique numéro 2, les news de la semaine. C'est parti. Jingle. Numéro 2, les news de la semaine. On commence ces news de la semaine. Il y en a eu beaucoup. Bon, la semaine a été riche en actualités, assez sordide d'ailleurs. Mais là, on commence comme d'habitude avec des choses un peu plus fun, un peu plus détentes. On va commencer avec Logan Paul vs Dylan Dennis. Alors, cette affiche a volé la vedette totalement à KSI vs Tommy Fury. Alors Tommy Fury, lui, il a compris qu'il allait devenir s'enrichir comme un porc en combattant Jake Paul, KSI, je sais pas quoi. Évidemment, je n'ai aucun doute qu'il fait ça uniquement pour l'argent, peut-être pour la visibilité, mais voilà, c'est quand même assez drôle. Mais cette affiche a été totalement éclipsée. Pourquoi ? Par Logan Paul vs Dylan Dennis, parce que Dylan Dennis a été infernal. Donc vous savez que j'étais revenu là-dessus, et je vais revenir encore aujourd'hui là-dessus, parce que c'est le point final, du coup, auquel on a assisté. Je vais vous dire pourquoi je suis très content. Alors il n'y a pas eu de KO, mais je suis très content que Logan Paul ait gagné. Bon, Logan Paul, il est controversé, à raison. J'ai pas suivi son histoire de CryptoZoo. Apparemment, c'est une arnaque aux crypto-monnaies, donc ça, c'est inadmissible. J'ai suivi par contre les moments où il a fait preuve, il a lutté contre la liberté d'expression, notamment avec l'affaire Andrew Tate. J'ai suivi ça et il a été très décevant dans ses prises d'opinion. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait des problèmes de fraternité avec son frère, des trucs comme ça, que les business étaient mis en avant la famille, etc. Bon, ça le regarde. Si vous voulez, moi, le pire truc, c'est quand il prend des positions contre la liberté d'expression, et quand il cuck, et quand il essaie de se réfugier derrière ceci, cela. Bon, c'est pas un mec parfait, Logan Paul, il fait des erreurs. CryptoZoo, je connais pas, peut-être que c'était pas volontaire, j'en sais rien. J'ai pas suivi le truc, mais c'est inadmissible de vendre de toute façon, d'essayer de s'enrichir en baisant sa communauté.
Donc il a souffert beaucoup de ça, et c'est comme ça, en fait, quand on fait des mauvais moves, quand on essaye de baiser les gens, bah on en souffre en termes de popularité. Donc ça, c'est juste pour parler de Logan Paul. Par contre, son adversaire Dylan Dennis, donc moi je le connaissais pas avant, je sais même pas pourquoi il a été, pourquoi il l'a call out ou quoi, je connais pas l'histoire de ce combat. Par contre, j'ai suivi l'évolution du trash talk lié à ce combat. Donc c'est marrant parce que le sondage de la semaine d'il y a 2 semaines, pardon, c'était sur les trash talk. Et là, en termes de trash talk, c'est pas du trash talk en fait. Moi, ce qui m'a gonflé, ce que j'ai trouvé drôle au début, c'est que Dylan Dennis a poussé le trash talk en allant sortir des dossiers sur la meuf de Logan Paul. Bon, pourquoi pas, la meuf a un passé sulfureux, et s'est tapé toutes les stars de la Jet Set, donc c'est un petit peu drôle de voir qu'elle enchaîne que des mecs connus jusqu'à finir avec Logan Paul, bon, à la limite. Elle a eu des déclarations un peu cheloues, bon, à la limite. Bon, bref. Ça fait partie du trash talk, mettons, il l'a poussé un cran plus loin pour augmenter l'attention et pour vendre des places. Non. Et puis en fait, j'observais très vite que le mec était monomaniaque de ce sujet-là. Il ne savait, c'était Yo Mama en fait. C'était, tu sais, des mecs toujours quand ils te clashent, ils font ouais bah ta mère elle est tellement grosse, ouais bah ta mère c'est tellement une pute que c'était tout le temps le même sujet. Et là, ça se transforme. Enfin, moi, j'assistais à un mec malsain en fait. C'est malsain de parler de la femme de ton adversaire jusqu'au jour du combat. Enfin, c'est franchement, c'est très malsain. Tu peux l'avoir dans ton arsenal de punchline en disant ouais bah écoute, tu disais pas ça à ta meuf, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Ok, ça fait partie du trash talk, de la montée de l'hype, mais c'était une monomanie infernale et insupportable qui tendait vers la lâcheté en fait. C'était de la lâcheté, d'attaquer le mec qui était contre lui uniquement en attaquant à la personne faible de son entourage, à sa famille, à truc. Et c'était 1000 fois par jour, tous les jours, etc. Puis il y a eu cette sorte de conférence de presse il y a un mois ou un mois et demi, où le mec aussi en présentiel, c'est-à-dire en face à face, il ne parlait que de la meuf, mais gros, t'es un malade en fait. Donc ce mec, tout de suite, je me suis dit, mais c'est un gros malade mental. Et donc je suis content en fait qu'il soit fait un petit peu détendre. Donc j'ai regardé vite fait des images, parce que le combat était hier soir, je l'ai pas évidemment pas vu, j'étais en train de dormir. J'ai regardé des images ce matin, et visiblement il a pas touché énormément. Après, c'est pas son sport, la boxe, hein. Logan Paul a plus d'expérience en boxe, mais il a pas touché. Il a pas touché. Donc, c'est un petit peu ridiculisé. En fait, il a troll jusqu'au bout, et j'aime pas ça, en fait. Et je l'avais observé chez Dylan Dennis, parce que il vit pour les caméras, il vit pour son public de haters et de trolls sur Internet, et je déteste cet état d'esprit, parce qu'il il mène vers le chaos, et il y a beaucoup de gens sur Internet qui justement sont obsédés par satisfaire un petit groupe de haters sur Internet, et qui se sabotent eux-mêmes pour ça, pour être bien vus par ce petit groupe de rageux et tout. Et John Dennis en fait partie, selon moi, de ce genre de mec sur Internet, là. Et, et ouais, en fait, il était obsédé. Je me souviens quand il avait fait sa première conférence de presse il y a un mois et demi, il arrêtait pas de tweeter après en mode, il était trop content d'avoir eu de la fame, d'avoir eu des caméras. Il a fait, putain, j'aurais tellement aimé continuer à vous divertir et tout, on s'amusait bien, mais ils m'ont viré la sécurité. Oh là là, ça me fait chier, j'aurais tellement aimé que vous vous amusez et tout. Mais gros, t'es sérieux? Ton but c'est d'amuser la foule des trisomiques sur internet? Donc il est très chelou ce mec, vraiment il est chelou, je le voudrais pas dans mon cercle ni proche ni éloigné. Et bon, Logan Paul, il a ses torts, hein, mais très très bizarre. Et donc ouais, il y a eu le combat, il en a très peu touché, visiblement il a assez mal boxé, il s'est fait dominer entièrement, visiblement. J'ai vu des extraits par Logan Paul, et c'est très bien. Je pense que Logan Paul est dégoûté de pas avoir mis un KO ou quoi, mais c'est même pendant le combat, en fait, il y a un moment où il s'est foutu par terre, il a regardé la meuf de Logan Paul, et il s'est foutu par terre en écartant les jambes, en fait. Mais c'est ridicule, en fait, c'est pire qu'enfantin, en fait, c'est horrible. Donc les gens comme ça n'iront pas loin dans la vie, Dylan Dennis, il ira pas loin dans la vie, vous allez voir que la hype va totalement retomber, parce que les gens se sont dit, mais c'est qui ce bolos, en fait? C'est humiliant, franchement, c'était lamentable. Je vais pas dire déçu parce que j'attendais rien de lui, mais ça a confirmé, c'est lamentable en fait. Il y a un moment où il faut troll, il y a un moment aussi il faut prouver, faut être sérieux, et putain, quand tu le vois essayer en plus de faire des guillotines pendant un combat de boxe anglaise, des trucs comme ça, c'est de la merde en fait, c'est de la merde et j'aime pas ce mec. Donc voilà, c'était juste pour cette première news de la semaine.
Je suis soulagé pour Logan Paul parce que il a subi tellement de trash talk, de harcèlement, de trucs par des gens qui valent rien, parce que les rageux de 4chan des États-Unis sont des gros porcs boutonneux de merde qui ne valent rien et qui, ok, alors je suis pas au courant de Cryptozo, je vous le redis, ça se trouve le mec est un vrai FDP, c'est possible, mais les mecs qui trash talk sur internet c'est juste, on n'en peut plus en fait. On n'en peut plus. Et je suis sûr qu'en plus ils ont pas payé pour regarder le combat, donc voilà, ça m'a fait de la peine pour Logan Paul que le mec se fasse giga harceler pendant des mois, que tout le monde parle que de sa meuf, c'est bon en fait. Voilà, il a fait de la merde CryptoZoo, attaquez-le là-dessus, mais genre sa meuf, c'est bon. Ensuite, on va parler d'une autre news un peu rigolote, c'est rapporté par Le Parisien. Vidéo, vendeur de nourriture à la sauvette près de la Tour Eiffel, des denrées stockées dans les égouts. À côté des traditionnels vendeurs de Tour Eiffel et de boissons à la sauvette, là déjà on peut arrêter. On peut arrêter l'article. À côté, donc c'est devenu, c'est traditionnel. Les vendeurs de Tour Eiffel et de boissons à la sauvette, c'est traditionnel. Alors si vous n'habitez pas à Paris, sachez que en effet, dès que vous approchez d'un monument, vous avez des gens qui ont une sorte de stand foutu par terre. Donc ce que j'appelle stand, c'est une serviette foutue par terre où ils vendent des babioles à 1€, des trucs de merde. Je sais pas d'où ils les sortent, comment ils se les procurent, etc. Mais je sais que c'est pas très légal comme commerce. Et ils vendent visiblement aussi de la nourriture. Et c'est devenu traditionnel, ils vendent des boissons. Il y a un flic qui m'a DM pour me dire, alors je ne dis pas, c'est son témoignage, il m'a dit, pour travailler à Paris, au Louvre aussi, donc ils stockent dans les égouts, et il m'a dit que les boissons, vous savez, les bouteilles d'eau là qui donnent, parce qu'ils vendent des petites bouteilles d'eau cristalline là, de 75 centilitres, je crois, il m'a dit que les boissons étaient remplies à la fontaine, à la fontaine à côté, et conservées aussi dans les égouts au frais, et ça m'étonne en fait, ça m'étonne vraiment. Enfin, ça m'étonne à moitié, mais genre, j'ai jamais acheté de bouteille d'eau aux Pakistanais là qui les vendent devant le Louvre, mais je savais pas qu'elles étaient déjà ouvertes. En fait, c'est giga grave. En fait, c'est giga grave. Et c'est devenu traditionnel visiblement pour le Parisien. Je comprends pas en fait. Est-ce qu'on peut pas lutter? Est-ce que un pays ne peut pas lutter contre des gens qui vendent à la sauvette alors des Tours Eiffel à la limite, bon, on s'en branle, même si ils niquent le paysage quoi. Mais des denrées alimentaires, c'est quand même inadmissible. Vu les niveaux de contrôle qu'il y a pour n'importe quel pélo qui veut vendre sérieusement des trucs alimentaires, exemple Raptor Nutrition, des CCRF, je sais pas quoi, les niveaux de contrôle dans les restaurants, bon, on aimerait qu'ils soient un petit peu plus contrôlés, hein, souvent quand on voit les vidéos où tu vois l'hygiène dans certains restos, mais t'as peur. C'est inadmissible en fait que dans un pays normal, il y ait des mecs qui puissent vendre des crêpes stockées dans les égouts. Mais bref, c'est devenu traditionnel, on continue. Se greffent également aux abords des Champs de Mars, donc Champs de Mars c'est du Champ de Mars pardon, autour de la Tour Eiffel, des petits stands de sandwichs chauds ou de crêpes montées sans autorisation et dont les aliments sont souvent conservés dans des conditions d'hygiène déplorables. Sur des vidéos prises par des riverains, des vendeurs de nourriture ont été vus en train de stocker leurs denrées alimentaires dans des bouches d'égout, des trappes ERDF ou de chauffage urbain. Une situation dont s'alarment riverains, élus et professionnels de la restauration, notamment à quelques mois des JO à Paris. Là, je fais une pause parce que, vous le verrez, la France est terrifiée par l'image qu'elle peut avoir à l'étranger. Elle s'en branle de faire de la merde tout le reste de l'année pour ses habitants, mais par contre, elle est terrifiée par le fait que ça s'apprenne. Et ça donne, pendant que le roi Charles III était venu à Paris, ça donne en fait un contrôle. Ils ont vidé totalement des zones parce que Macron était terrifié que des gens viennent pour le huer, pour l'insulter devant le roi. Alors je peux comprendre, hein. Je peux comprendre sa réaction, mais quand Macron aussi était en campagne, je crois, la dernière campagne présidentielle, à un moment je crois qu'il est passé à Marseille, et il y avait des quartiers entièrement avec des poubelles et tout, et ils ont nettoyé spécialement le quartier où allait Macron en urgence, et ils font ça à chaque fois en fait. Tout le reste de l'année c'est de la merde, mais en fait dès qu'il faut contrôler l'image, etc., et notamment à l'international, ils sont terrifiés par ça. Et donc vous comprenez que les JO ont plus d'importance cette petite période-là que tout le reste de l'année. Tout le reste de l'année c'est bon, vous avez lu comme moi, hein, notamment à quelques mois des JO à Paris. Tout le reste de l'année, bon, avoir des trucs dégueulasses,
voilà, avoir une population qui souffre, on s'en branle. Par contre, pendant les JO, là, c'est la honte, il faut quand même agir. Donc ça, je trouve que ça en dit assez long sur la façon dont ils voient un petit peu dont ils gèrent leur pays. Laisser dans des caddies à l'air libre de la nourriture, vous savez très bien ce que ça amène comme nuisible, tout ça non géré va se développer si on ne fait rien, explique David Zenouda, vice-président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Là, ça prend une ampleur puisque l'on a vu des sandwichs du show, donc c'est du danger en termes d'hygiène alimentaire, et je déconseille évidemment à toutes les personnes qui visitent les alentours de la Tour Eiffel de se nourrir en ces lieux puisqu'ils ne sont soumis à aucune norme d'hygiène. Petite question que je vais poser, qui sont les personnes qui achètent des crêpes autour de la Tour Eiffel à des mecs qui ont des caddies? Je sais pas exactement sous quelle forme ça se présente, mais un moment, CF, le dernier podcast, vous faites des trucs de clochard, vous allez finir avec des conditions de clochard. Donc, qui sont ces touristes? Parce que j'ose pas imaginer que des Français qui connaissent un petit peu ce qui se passe dans leur pays achètent des sandwichs merdiques de mecs qui se lavent pas les mains au milieu du sol, en fait. Je sais pas exactement comment ça se présente. Qui sont ces gens, en fait? Qui sont ces touristes qui se disent « Oh, trop cool, une crêpe Nutella à 2,50, je vais aller... C'est écœurant. Ça peut être des bouches d'égout, des escaliers de secours, des sorties d'immeubles, et ça peut être aussi dans le caniveau quasiment. Contacté, la préfecture de police insiste sur les saisies des forces de l'ordre de tous services confondus, police nationale et municipale, ainsi que gendarmerie. À la fin de cet été, nous avons saisi sur le secteur 10 tonnes de marchandises, dont approximativement un tiers de denrées alimentaires, packs d'eau, Nutella, sucre et confiture, alcool, viande de kebab et poulet. L'horreur. Donc voilà, j'en ai à vous lire cette news rigolote. Demandez-vous si au Japon il pourrait y avoir des clandestins qui tiennent des stands où ils vendent des crêpes au Nutella ou des trucs au poulet ou je sais pas quoi. Je suis pas sûr. Voilà, après je veux dire, je sais pas exactement. Visiblement ils ont l'air de saisir des tonnes de marchandises. Donc je sais pas. En fait je sais pas comment tu peux empêcher ça finalement. Mais c'est vrai que c'est écœurant. Alors, en fait les mecs, on a une vidéo où ils ouvrent une bouche d'égout. Il met dedans la bouffe dans un sac plastique et après il la récupère le lendemain. Enfin, c'est dégueulasse, en fait, c'est horrible. Donc le problème, c'est que visiblement, il y a des clients. Mais c'est pareil, en fait. Enfin, c'est pareil. Non, ça n'a rien à voir. Mais la dernière fois, je voyais je voyais un type se balader, enfin un Pakistanais, quoi, se balader avec des roses. Parce que vous savez qu'ils viennent dans les restaurants, sur les terrasses, et ils proposent des roses aux gens qui sont en couple, pour que le mec, il ait l'impression qu'il achète une rose à 2 euros, une rose moche, hein. Et je me demandais juste, enfin en fait je l'ai vu, je me suis dit mais putain il est vraiment déter, hein. Il est vraiment déter. Il me fait limite de la peine, j'espère qu'il a pas trop de gens à nourrir parce que c'est vraiment pas le meilleur business model de vendre des roses sur les terrasses et tout. Mais au moins les roses, tu vas pas t'intoxiquer avec, a priori. Bref, c'était juste pour cette nouvelle, la clochardisation de Paris, et pour que vous voyez un petit peu quels sont, enfin même du pays, quels sont leurs objectifs. C'est simplement de sauver la face quand il y aura les Jeux Olympiques, etc. Parce que là, il y aura du monde pour s'apercevoir de l'étendue des dégâts. News numéro 3, cette fois-ci, ça devient sérieux, c'est rapporté par Le Parisien. Ces jeunes célibataires qui recourent à la PMA, pas un problème pour moi d'élever un enfant seul. À la faveur de l'élargissement des conditions d'accès à la procréation médicalement assistée, PMA, une nouvelle génération de femmes émerge, bien décidées à être mères très tôt, avant même d'avoir trouvé un ou une partenaire de vie. Donc visiblement, j'étais pas au courant, je vous avoue, parce que je me suis pas intéressé à ce sujet, que la PMA était visiblement en condition d'élargissement des conditions d'accès, et notamment en fait c'est pour les couples lesbiennes. Alors pour les couples gays, hommes, il n'y a pas de PMA parce qu'en fait il faut avoir un utérus, et même s'il y a des gens qui prétendent que l'utérus il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'utérus, je sais pas quoi, les hommes n'ont pas d'utérus, donc ils peuvent pas avoir de gestation, hein. C'est les mammifères quoi, ça s'appelle comme ça. Donc visiblement, il y a de l'élargissement des conditions d'accès à la PMA pour les femmes célibataires, ok. Et d'après le Parisien, une nouvelle génération de femmes émerge. Alors je mets tout de suite, hop, un petit bémol, je pense que ça ne concerne que très peu de femmes. Premièrement, c'est pas du tout une nouvelle génération, parce que... Et d'ailleurs, c'est un phénomène très intéressant. En fait, c'est un phénomène très intéressant. Alors, en plus, elles sont mères très tôt, c'est pas des femmes qui sont vraiment dans la quarantaine ou quoi, elles décident d'être mères en fin de vingtaine, sans avoir trouvé un partenaire de vie. Et je trouve le phénomène extrêmement intéressant, on va lire un peu la suite. Avoir un enfant aujourd'hui, c'est sa priorité de vie, son choix, son plan A,
Donc c'est vraiment le truc qu'elle envisageait en premier avant d'avoir une relation avec un homme, de bâtir quelque chose et ensuite d'avoir un enfant avec lui. L'homme, je peux le rencontrer même quand j'aurai 70 ans. S'il est amoureux, il m'aimera même avec mon enfant. Explique déterminée Justine, qui a commencé un parcours de PMA à 29 ans. Alors, Justine, je suis pas sûr. Figure-toi parce que, en fait, quand on voit une femme célibataire avec un enfant, on se dit que c'est surtout un énorme boulet et on n'a pas envie de se maquer avec. Et c'est pour ça que souvent les femmes célibataires avec un enfant, qui n'ont eu en général avec un père, elles n'ont pas eu toutes seules et en PMA, en général font des familles recomposées, reconstituées avec un père qui lui aussi est issu d'un divorce ou un truc du genre avec des enfants. C'est très très rare qu'un homme veuille prendre à sa charge une meuf et qui s'est déjà faite en fait engrosser pour être très très vulgaire et très clair. Pourquoi? Et là vous allez voir pourquoi le problème, enfin pourquoi cette affaire est un énorme problème. Alors comme d'habitude dans leur énorme puérilité, les féministes attaquent les hommes qui n'ont pas d'utérus, qui s'emparent de sujets de société, parce que ça les concerne pas, ils ont juste le droit de payer et de fermer leur gueule, bien sûr, en leur disant « Ah ouais, vous avez peur, vous êtes des égoïstes, vous chiez dessus parce que les meufs maintenant elles peuvent avoir des enfants sans vous, je sais pas quoi. » Alors pas du tout en fait, c'est parce qu'on aimerait bien avoir une société, peut-être pour certains, mais en ce qui me concerne, j'aimerais bien avoir une société qui tourne rond, et j'aimerais bien respecter aussi le droit des enfants. Le droit des enfants notamment à avoir 2 parents. Un père et une mère, c'est important, ça ne se substitue pas, quoi qu'on vous ait raconté, et il faut le vivre aussi pour le comprendre dans sa chair et dans sa vie de tous les jours, et l'enfant est le plus important. Donc là, en fait, on a affaire à la quintessence du féminisme moderne, c'est-à-dire que le droit des femmes a supplanté de manière irréversible et catastrophique le droit des enfants, ce qui va donner en effet une émergence d'une génération non pas de femmes mais d'enfants, et parmi les enfants il y a des hommes et des femmes en devenir, qui vont être complètement pétés en deux. Et alors j'ai pas fait le podcast sur la parentalité, mais sachez que ça commence dès l'enfance, et dès l'accouchement en fait, et même avant peut-être. Donc là, on va juste recentrer le sujet. Donc en fait, on a une génération, visiblement, on a certaines femmes qui ne veulent plus s'encombrer d'avoir à construire un couple, une relation pour avoir un enfant. Elles ont un désir profond de maternité, et parce que on leur a la médecine, la science leur a donné la possibilité de brûler cette étape-là, qui est de se mettre en couple, de construire quelque chose avec un partenaire et enfin de se mettre d'accord avec lui pour avoir un enfant, parce qu'on leur a donné cette possibilité, elles ont décidé de prendre le raccourci d'avoir directement l'enfant. Et ça, c'est très puéril, et ça montre, elles ne savent pas du tout dans quoi elles s'embarquent. Premièrement, elles ne respectent pas le droit des enfants, et le gouvernement qui leur autorise ça à avoir 2 parents, et surtout elles ne comprennent pas en fait ce que représente un enfant. Un enfant, c'est le produit issu de la fusion et de la beauté de la vie entre 2 adultes, entre un homme et une femme. C'est ça, c'est le produit d'une union. Et l'enfant n'a pas de sens tel quel si l'union n'a pas été construite avant. Et c'est ça qui est le plus dur, et c'est pour ça qu'elle skippe cette étape. C'est extrêmement difficile, et là je veux bien leur donner raison, de trouver aujourd'hui un homme fiable, qui va pas te la faire à l'envers, qui va remplir ses tâches, qui va être à la hauteur, qui va arpenter la difficulté de la vie avec toi, mais peut-être aussi parce que toi t'es une grosse conne, aussi. Est-ce qu'on n'a pas envisagé ça? Est-ce que peut-être tu t'es pas remise en question, si t'arrives pas à construire de relations solides, peut-être aussi que ça vient de toi. Et je pense que on a en effet l'émergence de plusieurs générations même, de femmes qui sont invivables, en particulier en France. Donc les hommes ont leurs responsabilités, les femmes l'ont également. Mais là, on assiste vraiment à des choses qui pour moi sont extrêmement dangereuses et montrent une méconnaissance et une incompréhension totale et philosophique. C'est un détachement philosophique et spirituel de la vie claire qui s'incarne dans ce genre de décision. Un enfant, c'est de toute façon l'union de 2 gamètes, la gamète mâle et la gamète femelle. Et ça, en fait, les meufs sont en train de dire « Ok, je vais avoir un enfant », et la moitié de cet enfant va être issu d'une personne, parce que forcément on va faire des spermatozoïdes, et pas de n'importe quelle espèce de l'espèce humaine. C'est pas un chien, c'est pas un lion, c'est pas un âne, c'est pas un singe, c'est un humain qui doit te féconder. Donc en fait, la meuf va donner naissance à un enfant qui n'est que à moitié
ça a son reflet, vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Il y a elle crache sur son père, c'est-à-dire sur la moitié de cet enfant, sur les chromosomes et toute l'ADN, en fait, la moitié de l'ADN de cet enfant qui a été donné par quelqu'un qu'elle ne connaît même pas, elle en a rien à foutre. Moi, je trouve ça terrible. Alors, vous voyez, dans le cas avant la PMA, qui était finalement pas forcément une FIV d'ailleurs. Enfin, si, il fallait que ce soit une FIV parce que en cas de stérilité, bon, c'était lié c'était destiné au couple. Je finis ma phrase avant de faire les virgules. C'était destiné au couple hétérosexuel stérile. Soit le mari était stérile, soit la femme était stérile. Quand la femme est stérile, il y a rien à faire puisque là, il y a des problèmes d'utérus, truc. Donc, enfin. Ça dépend de la définition de stérilité. Si c'est au niveau des gamètes, il y a quelque chose à faire. Si c'est au niveau de l'utérus, il y a rien à faire. Parce qu'il faut bien que quelqu'un porte l'enfant. Donc là, c'était plutôt de l'adoption. Bref, donc pour que vous compreniez. Puis ensuite, c'était soit un recours à un donneur, soit le père avait quelques spermatozoïdes qui tiennent la route, plus ou moins. Et là, il y avait une FIV. Donc il y avait dans ce cadre précis un contexte d'impossibilité technique. C'était pas un choix. C'était en fait les couples subissaient leur sort et avaient une impossibilité technique et donc recours à ce genre de méthode médicalement assistée. Et pour moi, c'est similaire à prendre des antibiotiques ou je sais pas quoi. Là, la médecine donne des possibilités de faire ceci, cela. Bon, c'est tout un sujet en réalité. Là, en fait, c'est totalement différent parce qu'on a une femme seule qui a un désir de maternité, mais ne souhaite pas. Vous voyez, il y a des tas de femmes, hein, c'est normal, elles ont envie d'avoir des enfants, c'est normal. On essaie de nous faire croire que c'est de la merde d'avoir des enfants parce que ça met un frein à ta carrière, à tes voyages, au fait que tu peux boire jusqu'à 2h du mat, etc. Comme si les enfants n'apportaient rien, tu sais, alors que d'ailleurs c'est dans notre écriture génétique qu'on doit se reproduire, hein, c'est la base, sinon on serait pas là pour parler d'ailleurs. Enfin, c'est ridicule même de discuter ce point. Et oui, on a donc des meufs qui ont ce besoin de maternité, et on va revenir juste après par quoi ça se traduit, et j'aimerais bien savoir quelles sont ces meufs. Ce besoin de maternité, et parce qu'elles en ont la possibilité, elles grillent toutes les étapes, et elles se disent pas parce qu'une meuf qui a envie de faire des enfants, bah, elle se dit, bah, je vais essayer d'abord de trouver le bon partenaire, de truc. Parce que elle comprend, et c'était le cas avant, elle comprend qu'il va falloir bâtir un foyer. Un enfant, ça fait partie d'un foyer, il faut avoir des choses pour l'accueillir. Et donc, c'est la question que je pose, c'est qui sont ces meufs? Est-ce qu'elles ont l'intention, et ce serait cohérent, d'être mères au foyer, puisqu'elles ont un tel désir de maternité? Ou finalement, elles vont faire, et au moins ce serait... ça mène à, vous allez voir, ça mène à deux sujets. Ça mène à deux sujets très intéressants. Donc, premièrement, soit elles veulent être mères au foyer, cohérent, puisqu'elles ont un besoin de maternité, et qu'elles veulent pas perdre leur temps avec des mecs, je sais pas quoi, mais elles veulent vraiment avoir cet enfant. Je le rappelle, pour les droits de l'enfant, c'est terrible, mais bon, visiblement, c'est les droits de la femme qui prévalent. Ou alors, elles ont pas du tout l'intention d'être mères au foyer, elles veulent juste avoir un enfant parce que elles veulent se reproduire, mais elles veulent pas non plus de mec, donc elles vont devoir retourner au travail, le laisser à une nounou, peut-être à la famille, s'en occuper le week-end ou le soir quand elles rentrent, etc. Bon, ça déjà ce serait assez louche, parce que ce serait incohérent avec leur désir de materner, hein. Mais ça nous mène à deux choses. Comment vous voulez attendre des femmes avec ce genre de possibilités qu'elles fassent autre chose, vous allez croire que je fais un grand écart, qu'elles fassent autre chose que de voter socialiste? Parce que, en fait, dans l'histoire, les femmes avaient besoin de l'engagement du mariage pour avoir un enfant, parce que c'était le mari, en fait, qui était engagé à elles et qui, en fait, ça leur assurait de pas être seules si elles avaient un enfant, si elles commençaient à bâtir un foyer, etc. Et une femme, avant une femme qui avait un enfant seule, et avec un père qui veut pas reconnaître ou quoi, elle est dans la merde. Enfin, c'est pas ni avant, c'est maintenant aussi. Une femme qui accouche est dans la merde si elle est toute seule. Et j'espère pour elle qu'elle a de la famille, etc. Elle est dans la merde. Qui va aller travailler? Expliquez-moi, quand elle va faire la nounou, enfin la mère au foyer, qui va aller travailler pour ramener de l'argent pour truc? Qui? Bah voilà. Donc en fait, elle sait qu'elle peut se permettre ça aujourd'hui, parce que derrière, il y aura des aides de l'État. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est un truc qui est permis par des aides de l'État qui renforce donc ce genre de comportement. C'est un cercle vicieux qui est affolant en fait. Donc on a des mères qui se disent bah au pire si je peux pas travailler pendant 6 mois j'aurai des aides et puis ensuite je fais ça et j'aurai des aides. Donc vous avez l'État qui s'est substitué au père et aujourd'hui c'est l'État et la médecine qui arrivent à se substituer d'apparence au père. Et évidemment, pour la meuf, alors évidemment, elle va manquer d'amour, elle va manquer de ceci, cela. Mais pour l'enfant, c'est encore pire. L'enfant, il va manquer de cadre, il va manquer d'amour. Tout ça parce que une meuf a eu un caprice.
Et elles nous empêchent, elles nous disent qu'on est des connards, des rageux, je sais pas quoi, de dire ce que c'est, et c'est un caprice. C'est une volonté d'avoir quelque chose sans faire toute la contrepartie derrière, tout le travail, tous les sacrifices, toute la construction derrière qui permettent, après, non pas que toi tu t'épanouisses à avoir un enfant, mais que l'enfant aussi s'épanouisse à avoir des parents qui tiennent le coup. Donc je trouve que le sujet est plus profond que on veut nous le faire croire, et qu'on a le droit de pousser une opinion, et toutes les meufs là qui disent les mecs rage, je sais pas quoi, c'est pas du tout en fait. C'est comme d'habitude, ouais, vous donnez pas votre avis, vous donnez juste votre fric, et c'est vraiment ça la mentalité du féminisme global. Et donc ouais, il y a une non-considération de ce qu'est un couple, il y a un raccourci qui est pris que l'enfant serait le résultat de l'union de deux gamètes avant d'être le résultat de l'union de deux amours qui finissent par se reproduire, échanger une relation intime, etc., qui mène à ça. Et c'est ça un peu la beauté du truc, c'est pas en laboratoire de rajouter ceci, cela, de mêler un spermatozoïde à un ovule. Et il y a ce non-respect du rôle du père, évidemment, ce non-respect aussi pour l'enfant, et il y a aussi l'aspect terrible de voir tous les jours son enfant, qui va ressembler à la fois au père qu'elles ne connaissent pas, elles ne savent même pas qui c'est, et à elle, et de se dire... il y a vraiment une déconnexion vis-à-vis d'un enfant quand il manque cette partie-là de lui, en fait. C'est terrible, et elles ne s'en rendent même pas compte, au-delà du fait qu'elles pensent qu'on peut éduquer un enfant toute seule, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Donc c'est un phénomène qui est assez inquiétant. Moi je trouve ça assez inquiétant, et ça donne un diagnostic ça en dit long sur la société. Donc voilà, c'était pour la news numéro 3, et on finit avec la dernière news de la semaine, rapportée par France 3. France 3, donc vous êtes au courant que il y a un professeur, d'ailleurs c'est marrant parce qu'il s'est fait tuer avec des coups de couteau, et c'est drôle parce que c'est devenu, enfin vraiment, je sais pas vous, mais c'est devenu la base de la base en fait. C'est ça qui est assez inquiétant dans ce pays, c'est que autant là, il y a 3 ans Samuel Paty, ça a fait du bruit, j'avoue que c'était choquant et tout. Là t'as fait ah ouais putain chaud. Et puis Next en fait, et c'est ça qui est terrible en fait. Mais ouais, moi-même je me suis étonné à nexter le sujet aussi vite, alors que c'est genre giga grave, mais bon. Donc, des collégiens de l'Oise remportent le prix Samuel Paty 2023. Dans le contexte actuel et avec cette tristesse, cette cérémonie est porteuse d'espoir. Des élèves du 4e du collège Jacques-Yves Cousteau à Breuil-le-Vert ont remporté le prix Samuel Paty, créé en hommage au professeur d'histoire assassiné il y a 3 ans. La cérémonie de remise des prix s'est tenue samedi 14 octobre 2023, au lendemain de l'attaque terroriste à Arras. Alors, très drôle, j'ai appris l'existence du prix Samuel Paty. Et je vais vous dire pourquoi c'est une masterclass de communication de la part du gouvernement français. C'est une masterclass de communication. En fait, ils ont transformé, c'est The Obstacle is the Way, c'est-à-dire, ils ont transformé un truc qui symbolisait l'échec total. Alors Samuel Paty, le pauvre, paix à son âme, mais il est en train de se faire essorer totalement. On se souvient du fond Marianne, là, par rapport à Samuel Paty, qui avait donné lieu à des... Je vais pas employer le terme parce que j'ai pas envie de faire de la diffamation, mais quelque chose qui pouvait s'apparenter à du détournement d'argent public qui a fini... Et l'affaire s'est tassée, hein. Et c'était dirigé par Marlène Schiappa, etc. L'affaire s'est tassée, alors qu'il y a je sais plus quelles étaient les sommes, mais c'était assez hallucinant, qui ont été distribuées à des imposteurs pour faire zéro travail, et c'était lamentable. Et notamment, je crois qu'il y avait les fact-checkers, là, putain, je sais plus comment il s'appelle, l'autre... mec pathétique et sans intérêt, c'est tellement à tel point que j'ai oublié son nom. Bref, comme d'habitude, vous allez me dire. Mais donc ça on l'a oublié, ça a été mis sous le tapis, et j'apprends l'existence du prix Samuel Paty. Donc les mecs ont transformé un truc qui jetait le dévolu sur leur institution. C'est une faillite du gouvernement, hein, ce qui s'est passé là, ce qui se passe aujourd'hui, enfin à Arras, ce qui se passait avec Samuel Paty, etc. Quand on sait que c'est des gens qui étaient fichés S, qui étaient connus des services, nanana, je crois que là, la famille était sous un ordre, un OQTF, de quitter le territoire, qui a pas été mis en place, parce qu'il y a eu des manifestations de syndicats communistes, etc., dont les syndicats des profs, j'imagine. Certaines personnes cyniques, du coup, vous disent que, en fait, ça rend cynique, ces affaires rendent cynique, parce qu'on dit, bon, bah voilà, vous luttez contre le fait qu'on expulse des gens dangereux, ben bah voilà, du coup, il y a des gens dangereux, oui, bon, c'est la définition.
Mais j'apprends donc l'existence du prix Samuel Paty. Ils ont transformé quelque chose de négatif pour leur image en grand discours républicain comme on les connaît bien, avec des mots faire nation, ne rompt pas ma haine, symbolise il rage de notre liberté d'expression et de la démocratie, etc. Donc c'est bravo à eux, ils ont transformé un truc en truc un truc négatif pour eux, en truc qui leur donne de la grandeur et qui montre la puissance de la démocratie. Donc ça c'est vraiment un coup de com' royal. J'ai la suite. Face au drame que nous venons de vivre, cette cérémonie a une résonance particulière. C'est la réponse la plus forte qui puisse être faite à ceux qui croient pouvoir nous faire taire, étouffer les savoirs, bloquer la connaissance. Donc vous voyez en fait, Elisabeth Borne, la première ministre, elle a transformé cette énorme faute. C'est très grave, hein, ils ont du sang sur les mains ces gens. Elle l'a transformé en voilà, c'est la meilleure réponse. Pour les faire taire, on va propager la démocratie et la connaissance des écoles, etc. Donc c'est bien joué au niveau de l'argumentation et de la présentation du sujet, c'est une masterclass de communication, et c'est que ça en fait, le gouvernement, McKinsey et compagnie, c'est que des masterclass de communication. Masterclass entre guillemets, hein. Après avoir réaffirmé son soutien aux victimes à l'équipe du lycée Gambetta d'Arras, aux élèves ainsi qu'à leurs familles, la première ministre a tenu à féliciter tous les lauréats, leurs enseignants et tous ceux qui, en participant à ce prix, font vivre la mémoire de Samuel Paty et portent son héritage. Donc c'est un mec dont ils ont en partie la responsabilité de la mort, hein, mais maintenant c'est devenu l'icône de la liberté et tout. Non, c'est très fort. Le prix Samuel Paty a été créé pour rendre hommage à ce professeur d'histoire-géographie, assassiné le 16 octobre 2020, à proximité de son collège dans les Yvelines. 27 élèves de 4e, issus d'un collège de l'Oise, ont remporté le premier prix. On est fiers, on est contents, j'ai lu un texte pour dire que nous avons fait ce projet pour rendre hommage à Samuel Paty. On s'en rappellera toute notre vie, témoigne Luna, 14 ans. Attendez, parce que la suite arrive. Un travail sur les fausses informations. Pour cette 3e édition, il était demandé aux élèves de travailler sur les infox. Quel danger pour la démocratie! En se glissant dans la peau des journalistes, les collégiens isariens ont fait le choix d'utiliser plusieurs exemples de fausses informations et de démontrer leurs impacts. La publication d'une infox peut être punie d'une amende pouvant aller jusqu'à 45 000 €, ou dans certains cas d'une peine de prison, ont-ils également rappelé. Donc c'est les élèves du collège qui ont rappelé ça. À la fin de ce scénario d'une dizaine de minutes, il s'explique « On a voulu vous montrer qu'il ne faut pas croire tout ce que l'on voit et tout ce que l'on entend », affirme une élève. On voudrait terminer, bon elle a raison, on voudrait terminer en disant qu'il existe des moyens de vérifier si une information est réelle ou pas. Il faut s'informer sur des sites fiables et reconnus, comme ceux des journaux, et ne pas s'informer uniquement grâce à des vidéos vues sur les réseaux sociaux, conclut un autre collégien. Et enfin, Xavier Bertrand, président de région, a réagi « Félicitations aux élèves et à l'équipe éducative pour ce projet de démocratie et de citoyenneté, à une époque où il est plus qu'important de défendre ce qui fait nation. » Ah, je vous lis les 2 interventions politiques, hein. Je vous lis. C'est la réponse la plus forte qui puisse être faite à ceux qui croient pouvoir nous faire taire, étouffer les savoirs, bloquer la connaissance. Ça c'est la première intervention, et la deuxième. Ce projet de démocratie et citoyenneté, à une époque où il est plus qu'important de défendre ce qui fait nation. Vous voyez. C'est des grands mots, des grands styles, des grands termes, des grandes idées, et en fait, il n'y a jamais de choses concrètes, c'est terrible. Donc, moi, je suis allé chercher un petit peu, j'ai vu un Fox, je savais exactement où ils allaient venir, et vous allez pas être déçus. Présentation du projet Samuel Paty, les valeurs de la République, rencontre 2022. Quand un truc commence par les valeurs de la République, vous savez que vous allez vous faire baiser. Hein. Sommaire, donc je vous lis le sommaire. Donc des enjeux spécifiques liés à la manipulation de l'information. Donc vous voyez que, je suis pas revenu là-dessus, mais les élèves sont brainwashed pour leur dire il faut s'informer sur des sites fiables et reconnus comme ceux des journaux. Après tout ce qu'on a vu sur le Covid, après tout ça, les journalistes continuent enfin, l'État, parce que c'est des journaux, c'est des médias d'État, hein. Il n'y en a pas un seul qui est allé à l'encontre de la politique d'État, du confinement, de la critique de cela. Ils ont tous encouragé ça. Donc là, on a vu exactement pour qui ils bossaient. D'ailleurs, ils sont financés par le gouvernement, enfin par l'État. Enfin, par mes impôts, en fait. Mais en gros, d'abord, il y a un intermédiaire qui s'appelle l'État. Donc, c'est quand même très grave. Ça me rappelle l'autre débile, là.
qui vend des t-shirts pour les enfants, là, qui vend des grenouillères où il y a écrit j'aime la teub, là. La tronche en biais, voilà, la TEB. Qui nous avait dit, avec l'escroc qui a un culot monstre et qui ne connaît pas la honte, Julien Pain, qui nous avait expliqué que, en gros, si une information n'était pas reprise dans les médias, eh bien c'est sûrement qu'elle était fausse. mais oui, d'accord. Alors je vais pas commencer, hein. Les réseaux sociaux sont remplis de trucs où il faut émettre des doutes, il faut toujours vérifier l'information avant de la partager, avant de trucs, toujours la vérifier parce qu'il y a des gens qui propagent des fake news, c'est vraiment la vérité. Il y a des vidéos qui sont hors contexte, qui datent d'il y a plusieurs années, qui n'étaient même pas dans ce pays-là. On nous apprend qu'il y a des trucs qui se sont passés, qui se sont jamais passés. Maintenant il y a de l'IA, donc il y a des fausses vidéos, il y a des faux sous-titres, il y a des faux trucs, donc faut toujours faire attention. Par contre, venir me dire que la clé de la vérité, c'est ce qui se dit dans les sites fiables et reconnus comme ceux des journaux, faites-moi rire. Faites-moi rire. Donc je vous laisse des modalités pédagogiques, donc ça c'est le sommaire du projet Samuel Paty, là. Pluriel au collège et lycée, étude des infox en période de crise sanitaire. Donc étude des fake news en période de crise sanitaire. Alors c'est marrant parce que les fake news étaient propagées par les médias, hein, et par le gouvernement. Analyse d'un tweet porteur d'une infox. Je vous lis un petit peu plus quand il développe. Les choix du thème 2023, les infox, quel danger pour la démocratie. Ça c'est leur veau d'or, ils adorent l'avancer, la démocratie. Vous avez vu ses limites, hein. Constat. Donc en fait, ça c'est le projet pour que les élèves travaillent dessus. Et en fait, vous allez voir qu'il leur pose une question, les infox, quel danger pour la démocratie. Et ensuite, il donne les clés pour aborder le sujet aux professeurs qui vont encadrer ça. Vous voyez ? Donc, ils posent une question, mais c'est pas comme au bac de philo. Ils vous laissent pas répondre. Ils vous disent exactement par quoi vous allez passer pour répondre à la question. Constat. Internet rend accessible un grand nombre d'informations à l'échelle mondiale, mais complexité de vérifier la véracité des sources. Aborder les fausses informations, les fausses images, la manipulation de l'information. Alors ça, c'est très bien, hein, avoir un sens critique par rapport à ce qu'il y a sur Internet. Mettre l'accent sur les réseaux sociaux comme vecteur de fausses nouvelles. Alors ça, c'est... En fait, c'est vraiment... C'est très drôle parce qu'on nous explique, et les profs sont complices de ça, que l'école, c'est là où on apprend la vision critique, etc. Moi, je vous le dis, l'école forme des suceurs. L'école est exactement la raison de la lâcheté des citoyens français. C'est parce qu'ils auront appris et été récompensés à être des suceurs qui disent exactement ce qu'on attend d'eux, qu'il faut exactement ce qu'il faut pour que le prof te mette la bonne note. Et donc en fait, à la fin, tu obtiens des élèves qui font des grandes... Alors les pauvres, ils sont innocents, mais ils ont appris à sucer, en fait. Ils ont appris à être des énormes faillots qui répètent exactement ce qu'on attend d'eux, ils sont très intelligents, ils ont tout compris. Vous imaginez, ils font la présentation de truc, la publication d'une infox peut être punie d'une amende pouvant aller jusqu'à 45 000 €, dans certains cas d'une peine de prison. D'accord, mais imaginez le cynisme du gouvernement quand on sait le nombre de fausses informations à la minute qui balancent sur absolument tous les sujets, en particulier sur le Covid, et qu'ils osent dire étude de cas, la crise sanitaire. Mais bande de fils de pute, mais c'est lamentable. Qui devrait être condamné à de la prison et à des milliers et des milliards d'euros d'amende, en fait? C'est qui? C'est Pfizer? C'est le gouvernement? Ou c'est Jean-Michel du 84 qui s'est trompé sur Internet? C'est une blague, c'est lamentable. Et en fait, là où moi j'en veux aux professeurs, c'est que ils se veulent... C'est terrible. Franchement, les profs, c'est terrible, la vision qu'ils ont d'eux-mêmes, la vision faussée et élitiste qu'ils ont d'eux-mêmes, alors que c'est des machines à sucer des boules. C'est des machines à restituer la propagande. C'est des machines à t'expliquer un truc et à pas le faire, en fait. Ouais, on travaille l'esprit critique et la réflexion autour de... Ferme ta gueule, pauvre con. Moi, je suis désolé, mais tous vos profs de merde... S'ils ont pas leur 7ème dose et pourquoi est-ce qu'ils ont enlevé leur masque? C'est trop du cul. Le Covid est parti? Comme la grippe, là, quand il y avait des stats à 0. Moi, chaque prof, là, qui nous fait la leçon sur les fausses nouvelles, qui nous fait la leçon sur études de cas à la période de crise sanitaire et les fake news des réseaux sociaux, qui ont eu tous raison, tous ces petits connards, je leur demande où est la 7ème dose booster, où est le masque FFP2 en permanence, c'est quoi? D'un coup, vous êtes devenu anti-science, anti-vax. Si vous n'avez pas vos 7 boosters, vous êtes anti-vax. Si vous n'avez pas votre masque, c'est que vous croyez pas que le Covid c'est un danger. Pourquoi? Le Covid c'est plus un danger, là? Depuis que c'est plus obligatoire, vous le mettez plus, je comprends pas, là. Je comprends pas. Donc tous ces mecs, en fait, qui vous parlent de comment avoir un esprit critique, etc., ils ont queuqué comme des porcs. C'est même pas qu'ils ont queuqué, ils l'ont fait avec vraiment en y croyant, quoi. Parce qu'ils sont pas soumis. Ils ont
cru au truc et ils ont cru que c'était les lumières qu'on attendait. Non, vous êtes des profs à la con, vous avez aucun esprit critique, tout le monde le sait. Et là, je vais vous lire un document qui en est la preuve. C'est terrible. Ils reçoivent des consignes du ministère et ils appliquent. C'est terrible. Et c'est pour ça qu'on a des cours d'éducation sexuelle à 5 ans et que les profs ils font bon, on a reçu les consignes, c'est bien, si ça a été étudié par des connards de mon espèce qui ont fait l'ENA, c'est que ça doit être bien. Ces mecs-là sont lamentables. Vraiment, il y a une faillite intellectuelle en France. Et dans le monde occidental de manière globale, il y a une faillite totale. Ces gens qui croient représenter l'éducation, la transmission du savoir, les belles valeurs que l'autre conne elle a dit là. Attends, je vous les relis parce que c'est quand même lamentable. Étouffer les savoirs, bloquer la connaissance. Ces gens pensent qu'ils sont illuminés de porter à connaissance, et c'était peut-être vrai à une époque, mais ça ne l'est plus. Ça ne l'est plus, vous êtes juste des perroquets, vous faites du psittacisme, vous n'avez aucun esprit critique. Et le moment où on vous a présenté le plus grand scam du 21e siècle, vous vous êtes précipité dedans. Vous êtes explosé au sol. Les profs, vous êtes méprisables. Vous êtes lamentables. Non pas parce que vous êtes fait avoir, comme 90% des Français, mais parce que justement, c'était à vous. Vous et les journalistes, c'était à vous. C'était de vous qu'on attendait de faire des réflexions critiques. Vous pensez... honnêtement, pour avoir le culot et l'orgueil d'enseigner, de passer aux jeunes, d'éduquer, il faut être intestable. Et vous, le moment où le monde vous a soumis un test, vous avez queuqué comme des porcs. Donc vous avez rien à nous apprendre, certainement pas sur l'esprit critique. Vous recevez vos consignes du ministère de l'Enseignement supérieur ou de l'Éducation nationale, dans votre cas, hein, et vous répétez. Je vous lis la suite. Hein. Donc mettre l'accent sur les réseaux sociaux comme vecteur de fausses nouvelles. Excusez-moi, les réseaux sociaux, il y a tout. Et la plupart des choses qui faisaient mal au gouvernement et à la doxa et à la propagande, elles ont explosé parce qu'elles ont explosé avant sur les réseaux sociaux et qu'on pouvait plus se cacher. Prendre conscience, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils veulent à tout prix contrôler les réseaux sociaux, qu'ils veulent à tout prix, alors on discutera de l'anonymat hein, sur les réseaux sociaux, les points positifs, les points négatifs, ils veulent à tout prix le faire sauter, parce qu'ils veulent pouvoir condamner et imaginez le nombre de gens qui auraient dû prendre 45 000 € d'amende et une peine d'1 an de prison, alors qu'ils disaient la vérité sur toutes ces histoires de Pfizer, d'escroquerie, de gouvernement mondial, de forum, lapsus, de forum économique mondial, de Davos, etc. Imaginez tous ces gens-là. Alors qu'ils disaient la vérité finalement en fait, c'est juste que le gouvernement mentait comme des arracheurs de dents. Qui décide? Ces gens-là essaient d'établir un ministère de la vérité comme au Canada là. Qui décide de ça là? Vous rigolez, bande de blagueurs là. Et moi j'en veux énormément à toutes les fausses élites là intellectuelles de ce pays d'être à la ramasse. Pourquoi? Parce que c'est des suceurs, c'est des suiveurs. Et pourquoi? Parce que l'école forme des suiveurs. Et c'est ça la leçon du jour de cette news. L'école forme des suiveurs. Elle apprend aux élèves très tôt qu'ils seront récompensés surtout ils ne contestent pas. Alors je dis pas qu'il faut systématiquement contester ce que dit le prof ou je sais pas quoi. Ça peut vite devenir insupportable, surtout quand tu sais pas de quoi tu parles et que y a des trucs, voilà, on va pas remettre en question chaque truc qui est enseigné. Mais l'école forme des suiveurs, forme des individus qui sont capables de faire table rase dans leur tête, de mettre leur tête en page brouillon, page blanche, et dire ok, qu'est-ce qu'on attend de moi? Je vais te donner exactement ce qu'on attend de moi, et là je vais avoir une bonne note. Et ça récompense ça, et le prix Samuel Paty, là, en est une écrasante démonstration. Parce que si vous voulez parler des infox, quel danger pour la démocratie, après 3 ans d'escroquerie Covid, la première infox, c'est de dire, attendez, c'est certainement pas, la vérité ne se situe certainement pas dans les journaux comme l'a déclaré l'autre élève. C'est certainement pas de dire, attendez, c'est quoi le truc? Il faut s'informer sur des sites fiables et reconnus comme ceux des journaux, pour vérifier si une information est réelle ou pas. Mais c'est ça l'esprit critique qui est enseigné aux jeunes, là? C'est lamentable, c'est un niveau de propagande phénoménal, et moi, ça me touche énormément en fait. Je trouve que c'est parce que les enfants en fait leur éducation c'est les adultes de demain. Donc là à la poubelle, tout ça va finir à la poubelle en fait. Ça va finir par être juste des rangées supplémentaires de collabos. Prendre conscience de l'influence des plateformes numériques sur la vie démocratique. Apprentissage d'une citoyenneté éclairée face à une croissance de flux d'informations. Ah oui, vachement éclairée, comme le consentement. Oh, la citoyenneté elle est éclairée comme le consentement éclairé qu'on n'a pas eu le droit quand vous nous avez vacciné de force. Capacité à comprendre les médias dans leur pluralité. Et maîtriser les mécanismes de la fiabilité d'une information. Citoyenneté numérique. Ah, c'est drôle ça. Putain, alors là, là je découvre en même temps que vous. Hein. Citoyenneté numérique, c'est
un truc qu'ils veulent mettre en place où en gros ton compte des impôts sera mélangé à ton compte des réseaux sociaux. Comme ça, tout est centralisé et si malheur à toi si tu dis un truc qui n'est pas prévu dans la ligne du gouvernement. C'est un peu ça, hein, c'est complètement ça le projet. Hein. Et donc capacité à comprendre les médias dans leur pluralité, donc là exploser DR, la pluralité des médias, et maîtriser les mécanismes de la fiabilité d'une information. Et ça découle sur la citoyenneté numérique. C'est-à-dire le contrôle total des individus, de leur expression, parce que dès qu'un mec est totalement identifié, hein, et qui est pas sous anonymat, le fait qu'on soit obligé de parler sous anonymat, au passage, donne déjà le ton sur les conséquences qui se passeraient, qui auraient lieu si on parlait de vive voix avec son identité. Les conséquences, au hasard, je suis peut-être bien placé pour vous en parler. Une compétence fondamentale, l'esprit critique. Disposition de l'esprit qui consiste à ne jamais admettre une affirmation, un jugement ou un fait sans en avoir reconnu la légitimité rationnelle ou sans en avoir éprouvé sa valeur. D'accord, c'est intéressant, mais la légitimité rationnelle, c'est quoi en fait? C'est quand on dit que les médias c'est légitime, c'est ça? Aïe 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 aïe. Donc en fait, malheureusement, le projet est construit par le ministère donc rattaché au gouvernement, donc ne peut pas entrer en contradiction avec ce qui a été la politique du gouvernement actuel les années précédentes. Donc, il n'y aura pas de remise en question. Ensuite, il est chapeauté avec des études des médias. Les médias étant aux ordres du gouvernement non plus ne vont pas être mis en question, mais justement vont être mis comme source de lumière et de la vérité. Et ensuite, à la fin, le dernier... Là, je vous fais le passage de relais. Le dernier relais, il est pris par les profs. Et les profs sont des fraudes. Voilà. Les professeurs, je suis très content pour vous, vous avez vu votre CAPES, votre je sais pas quoi, vous savez très bien ce que c'est l'histoire, ou en tout cas dans la manière dans laquelle elle est enseignée. En général, l'histoire est enseignée par les vainqueurs, hein, sans faire des citations de Booba, mais voilà. Vous savez ça très bien, c'est cool, les profs d'histoire, les profs de... Mais par contre, hors de ça, vous êtes explosés. C'est pour ça que plus personne ne vous respecte quand vous sortez de l'école. Ring, fin de la sonnerie, on vous regarde plus, on vous calcule plus. Parce que vous n'êtes personne. Vous avez failli. Alors que vous étiez censé être des gens qui enseignent, qui transmettent le savoir des élites, en fait. Mais vous n'êtes rien de ça. Malheureusement, vous êtes des énormes clochards. Et on peut le pardonner aux gens normaux, vous voyez, mais des gens qui, en fait, étaient dans cette institution sur laquelle on comptait, le fait qu'ils aient failli, c'est terrible. C'est terrible et c'est impardonnable. Donc, le prix Samuel Paty est une énorme masterclass de communication de la part du gouvernement. Le fait qu'il existe et que 3 ans plus tard, il y a l'assassinat d'un autre prof montre que finalement on s'en branle de ça et que rien n'est fait pour lutter contre ça. Et à la fin, le culot d'embrigader des enfants, parce qu'en fait j'ai de la peine pour ces enfants. Ils ont rien demandé, ils se font embrigader là-dedans, on leur explique qu'il faut croire ce qu'ils disent dans France Info plutôt que de croire ce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux. C'est bien d'apprendre l'esprit critique et de dire aux gens, attention les réseaux sociaux, surtout en période de guerre, il y a une guerre de l'information, faut toujours vérifier. Et c'est là l'intérêt aussi des notes sur Twitter, des notes de la communauté qui permettent parfois de déceler quand un truc est faux, etc. Un truc qui n'était pas mis avant sur Twitter, sur X, et qui a été décrié parce que les médias ne veulent pas qu'il y ait la capacité de la communauté de les fact-checker. Ils veulent avoir ce monopole. Bah non, vous n'avez pas le monopole de la vérité, certainement pas le monopole du mensonge. Et voilà, je trouvais que c'était un sujet très très intéressant. Et ça fait oublier le scandale des fonds Marianne, qui était à la base à partir de l'affaire Samuel Paty. Donc je vous dis, ils sont en train d'essorer le concept, et je trouve ça encore plus violent. Encore plus violent. C'est tout pour les news de la semaine. On passe à la rubrique numéro 3, leçon de vie. C'est parti, jingle. Rubrique numéro 3, leçon de vie. Aujourd'hui, une leçon de vie assez courte. Je voulais vous dire, la leçon de vie, ne jamais prendre de décision sous l'émotion. J'ai eu beaucoup de fatigue cette semaine, et en fait, j'ai remarqué que tous les soirs, au moment d'aller dormir et tout, j'avais envie de rien faire, en fait. Je me disais, vas-y, mais peut-être que je devrais pas faire ça, ça je vais pas le faire finalement. Et en fait, parce que sous l'effet de la fatigue, on peut pas prendre de décision, on n'a plus de motivation, la dopamine est finito de la journée, là,
Et c'est une erreur de se faire confiance, alors que tous les matins, j'ai la pêche et tout, j'ai envie de faire des bêtes de projet, mais tous les soirs, je me dis finalement, ce projet, il sert à quoi, tu vois. Donc, ça montre bien que une émotion, ça peut être la fatigue, et sous le coup de la fatigue, vous prendrez toujours des décisions de merde pour votre développement personnel. Parce que si vous êtes crevé en fin de journée, vous allez dire ah demain je devrais peut-être pas faire ça, demain nan. Donc faites attention, soyez vigilants, soyez à l'écoute de votre sensation momentanée, instantanée, au moment où vous êtes censé prendre une décision. Et repoussez la prise de cette décision au moment où vous serez plus froid, plus à même de décider. C'est pour ça que j'aime pas les mecs qui prennent des décisions, parce que ça m'est arrivé aussi dans le passé. J'écoutais de la musique, je vous ai déjà parlé de l'écouter la musique, je suis pas en train de vous faire comment, je suis pas en train de vous faire des rappels ou je sais pas quoi, hein, mais je vous dis juste que moi j'écoutais de la musique épique en allant faire mes courses, je me souviens quand j'étais à Toulouse, là, à Casino, et je me disais vas-y je vais faire ça, ça, parce qu'en fait ma prise de décision était altéré par mon mood, et la musique me donnait grave la pêche, je me sentais épique, j'avais l'impression que je faisais des trucs trop stylés à la Naruto et tout, et bah en fait non. Donc ne pas prendre des décisions sous le coup de l'émotion, c'est valable pour les trucs négatifs, mais aussi dans les émotions beaucoup trop épiques, ou alors vous commencez à vous prendre pour je sais pas quoi, faites attention à ça, donc essayez de rester stoïque vis-à-vis de ça. Et puis aussi, et ça on a eu l'occasion de le voir toute cette semaine vu l'actualité au Moyen-Orient, faites attention, sous le coup des émotions, essayez de ne pas vous exprimer en fait. Moi quand je vois des mecs, il y a des grandes figures de la droite conservatrice américaine qui se sont exprimées sous le coup de l'émotion, c'est ridicule, c'est lamentable, et ça ne donne jamais une bonne image de soi. Donc attention, sous le coup de la colère, aux décisions que vous pouvez prendre, les décisions de vie, les décisions momentanées qui peuvent tout changer, tout bouleverser. Essayez de toujours, si vous devez faire quelque chose, faire une déclaration, une décision pour votre vie, une décision professionnelle, une décision d'entrepreneur, de je sais pas quoi, de laisser le temps passer. Le temps fait toujours l'affaire. Laissez le temps, vous allez passer une bonne nuit, vous allez dormir, vous allez y réfléchir, laissez votre cerveau mettre ça d'un côté, le traiter en arrière-plan, en tâche d'arrière-plan, etc. Vous verrez que vous aurez toujours des meilleures idées, des meilleures propositions à faire une fois que ça s'est tassé. Mais quand les mecs, parce que c'était ça, hein, franchement, c'est à chaque fois qu'il y a une affaire, c'est la course à qui va s'exprimer, comme si on avait besoin des statements, des opinions de tous les mecs, il fallait que quelqu'un s'exprime, tranche sur le sujet, on attendait que ça, le monde attendait le tweet de tel ou tel mec pour savoir si on allait continuer ou pas, mais c'est une blague. Et donc il y a une course à qui répondra momentanément le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que c'est la course à l'attention, c'est la course au retweet, c'est la course à qui va être validé. Et donc vous avez une surenchère sur les réseaux sociaux à chaque fois qu'il y a un incident de gravité quelconque d'ailleurs, à qui va faire le tweet maintenant, qui va truc, qui va agir, être le plus rapide à s'exprimer, parce que c'est le moment où tous les mecs sont à chaud, et ils vont pouvoir capitaliser sur aussi des gens qui réagissent par rapport à leurs émotions, pour avoir un maximum de retweets, un maximum de likes, un maximum de ceci, cela. Donc, premièrement, ne réagissez pas sous le coup des émotions, prenez du temps pour examiner vos pensées, laissez le temps de réfléchir, il n'y a aucun mal à cela, vaut mieux prendre une bonne décision au bout de 1 jour qu'une mauvaise décision immédiatement. Faites attention aussi dans la vie de tous les jours à ce que la colère peut vous amener comme réaction négative, soyez un peu plus stoïque, comprenez que vous n'aurez que des bonnes décisions quand vous êtes à froid, quand vous pouvez faire la part des choses, soyez capable de faire la part des choses, d'être nuancé, et ensuite, observez ceux qui n'en font pas preuve. Observez et méfiez-vous des gens qui réagissent toujours à chaud. Toujours, le truc est arrivé, dans l'heure, ils sont là, énervés, ou je sais pas quoi, à vous faire une réaction. Non, attention, parce que même, visiblement, n'obéissent pas à cette règle qui est fondamentale. Il faut prendre du temps, il faut observer, il faut toujours rester stoïque, rester froid, rester... C'est la base en fait, c'est la base, parce que quand vous commencez à vous emporter, vous perdez en rationalité, vous perdez en objectivité, et donc vous ne pouvez pas vous aider. Ça n'a jamais aidé personne de prendre des décisions sous le coup de telle ou telle émotion, colère, tristesse, joie, la joie en fait partie, hein. Attention aux décisions prises en euphorie, attention, je vous le dis. Donc c'était une courte leçon de vie aujourd'hui, je voulais vraiment, parce que ça a été un petit peu ça toute la semaine, et c'est ça en général, vous inviter à prendre le temps des nuances, à vous poser, à observer,
à reconnaître aussi sur certains sujets que vous n'avez pas les clés pour comprendre, pas toutes, à vous renseigner, à écouter, et à vous méfier des mecs qui réagissent comme ça au quart de tour, en étant extrêmement virulents, extrêmement émotifs, etc. Surtout quand c'est ceux-là même qui vous apprennent à être stoïque le reste de l'année. Et quand il vient le jour où il faut être stoïque, ils le sont pas. Donc, attention à ça, ne jamais prendre de décision, et même, on peut en faire la catégorie entreprendre, si vous voulez. Ne prenez pas de décision entrepreneuriale quand vous êtes fatigué, quand vous êtes en colère, quand il y a des choses, essayez tout de suite, toujours, quand vous allez prendre une décision importante, de la faire dans des conditions où vous êtes serein, vous n'êtes pas pressé, vous n'êtes pas ceci, là. Évidemment, parfois, il faut prendre des décisions très vite, faut aller vite, faut truc. Mais vaut mieux réfléchir longtemps, peser le pour et le contre, etc. et prendre un peu plus de temps et prendre la bonne décision, que faire de la merde parce qu'il fallait être très rapide, je sais pas quoi. Donc ça c'est une leçon de vie, c'est une leçon aussi d'entreprise, c'est une leçon globale, et je vous dis, faites attention et méfiez-vous de ceux qui réagissent toujours, tout de suite, il faut que je donne mon avis parce que il faut que je capitalise, sur là c'est à chaud, les mecs qui vont me donner d'attention sur ce sujet-là, non. Attention, moi vous savez que je n'aime pas ça, et je m'en éloigne, je m'éloigne de ce genre de choses. Voilà pour la rubrique numéro 3, leçon de vie. On passe à la rubrique numéro 7, wouh, grand écart, et Raptor. Je réponds à toutes vos questions de cette semaine, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 7, c'est bon votre grand écart, on commence, c'est les questions que vous me posez sur Instagram, @RaptorPodcast ou @RaptorVSFont. On commence avec Jean-Gaëtan Della Sosa. Ok. Salut Ismail, dans un précédent podcast, tu avais évoqué le fait que tu te formais en continu sur divers sujets, j'avais compris que c'était hors bio-nutrition. Peux-tu nous parler de ces formations et de la manière dont tu les incorpores dans ton emploi du temps, s'il te plaît? Merci pour Zero to Hero et pour les podcasts de qualité allemande. Oui, alors, en fait, il suffit. En fait, je suis depuis 10 ans, depuis une dizaine d'années, en ce qui concerne la nutrition, l'entraînement, ce genre de choses, j'ai appris à suivre de nombreuses sources intéressantes sur YouTube, sur Spotify, et en général, quand il se passe quelque chose de une grosse étude qui vient révolutionner ce qu'on savait, et bah vous avez une vidéo de, je sais pas, de Biolane ou d'un truc comme ça qui va en parler, et donc ça me permet en fait d'avoir dans mes oreilles, quand je me balade, je vais écouter la vidéo, ou je vais la regarder s'il y a besoin d'un appui vidéo à sa démonstration, etc. Donc en général, c'est par podcast, par vidéo YouTube, et après, j'ai aussi des contacts dans le milieu de la pharmacie, des médicaments, enfin pas des médicaments, pardon, des compléments alimentaires, qui ont aussi une opinion, qui sont à même et qui sont en train de suivre en direct tout ce qui se fait, tout ce qui peut être nouveau, tout ce qui peut être intéressant. Donc il faut avoir des gens moi j'ai des gens qui connaissent ça, j'ai des sources sur internet, et moi-même je vais me renseigner tout seul quand un sujet m'intéresse. Ensuite, on a Nat BYD Bid. Salut, as-tu déjà été sujet à des blessures musculaires ou tendineuses depuis que tu as une hygiène de vie quasi irréprochable? La saison 2 de 10 000 pas est une véritable masterclass grâce à ta voix exceptionnellement agréable à écouter, entre autres, ça va de soi. Merci. Non, alors j'ai déjà eu quelques douleurs rapidement qui sont liées à des exercices qui peuvent être un peu traumatisants, mais très très légers, et non, et je pense, c'est pas je pense, c'est que ça, j'attribue ça quasi entièrement, c'est pas quasi entièrement, mais on va dire globalement à oméga 3 et collagène, évidemment, il y a aussi la vitamine D, il y a tout, mais vraiment, le magnésium surtout, mais je pense que le collagène, les oméga 3, ça m'a beaucoup aidé, alors que à l'époque, où je me complémentais pas, j'avais des douleurs au coude, quasi tout le temps des douleurs au coude. Après, il y a mon échauffement, hein, faut pas lésiner sur l'échauffement, il est complet, mais il est minimaliste pour aller vite, et j'avais des douleurs au coude, je me souviens, assez régulièrement, et j'ai plus jamais eu ça une fois que j'ai commencé à me supplémenter. Ensuite, on a Romain MGN qui me dit « Salut Raptor, j'aime beaucoup ton style, où est-ce que tu t'habilles ?» Alors, pour les pantalons, parce que beaucoup m'ont demandé, mon pantalon, notamment le beige, là, un peu taille haute, c'est des pantalons que j'ai fait faire sur mesure, donc c'était des pantalons de costume. Après, vous pouvez en trouver ailleurs. Moi, en fait, il y a un truc que j'ai appris dans les vêtements, c'est que, c'est la base, hein, mais c'est ce qu'on explique dans tous les domaines, dans les compléments alimentaires par exemple, dans le coaching par exemple, mais en fait, vaut mieux dépenser de l'argent et acheter des beaux vêtements qui durent, qui ne se déchirent pas dans le temps, qui ne perdent pas de leur couleur, qui ont une belle taille, une belle coupe, c'est super important. Je vais vous prendre l'exemple des polos, sans citer aucune marque.
il y a des polos random qui vous collent au corps ou qui sont pas bien, qui dessinent pas les bras avec les manches qui tombent trop bas sur le biceps. Il y a des qui dessinent pas la taille, qui dessinent pas vos épaules, etc. Les polos, il y a de tout, avec des cols pas beaux. C'est super important d'avoir des polos, je trouve, qui taillent bien, qui soient bien, qui mettent bien en valeur la silhouette, et qui soient, moi j'aime bien quand ils sont en coton piqué, ce genre de choses. Et j'ai appris qu'il fallait accepter de dépenser plus d'argent. Bon, après, des fois on a des surprises, mais plus d'argent pour avoir des fringues, moins de fringues, mais des meilleures fringues, et puis après voilà, on les recycle, on a 4-5 pantalons pour la semaine, au lieu d'en avoir 40 milliards, et voilà. Et ça, j'ai pas envie de faire de la pub pour aucune enseigne, mais en tout cas, je vous le dis, ça vaut quasiment toujours le coup de dépenser un peu plus pour avoir moins d'habits, mais de meilleure qualité, et qui ont une belle coupe, qui ont une belle finition, qui tiennent l'épreuve du temps. Et, euh, et ouais, après, pour ce qui est des chaussures, là, je vais pas être une référence. Moi, j'achète toutes mes pompes chez Tod's. Tod's, c'est quand même quelque chose qui coûte vachement cher, donc ça, j'en ai conscience. Mais ils m'ont jamais déçu, et c'est du lourd. Et en fait, on sous-estime le fait d'avoir des belles pompes, au lieu d'avoir juste des baskets, des Pumas ou des je sais pas quoi, d'avoir des belles pompes, des beaux mocassins ou n'importe. Ça donne directement une autre allure à son look, et après il suffit d'avoir un beau pantalon. En fait, juste des belles pièces qui vont tenir dans le temps. On peut d'un coup transformer son look, et c'est tellement important de savoir bien, enfin de bien s'habiller, d'avoir une belle garde-robe. C'est tellement important dans la vision qu'on a de soi-même et dans la vision qu'ont les autres de nous. D'un coup, on devient adulte. Alors que moi, je vous le dis même par rapport aux meufs, d'un coup, en fait, vous devenez des hommes, des adultes. Et les meufs, elles sexualisent pas les mecs qui s'habillent comme des gosses ou qui s'habillent bizarrement, tu vois. Donc voilà pour te répondre. Où est-ce que tu t'habilles? Je vais pas citer de marque, mais j'achète des choses qui coûtent un peu cher. Alors il n'y a pas besoin d'aller non plus. Vous pouvez trouver des choses, des compromis, mais j'ai constaté que acheter quelque chose de cher et de beau, bah ça te fait que t'as quelques pièces, et tu peux te faire une garde-robe au fur et à mesure, et c'est des choses qui sont très belles, qui durent dans le temps, et qui vraiment changent totalement l'apparence que t'as. Ensuite, on a William PTL. Salut Raptor, que conseilles-tu concernant l'éducation scolaire des enfants? Quelles sont les solutions pour éviter toute la propagande actuelle pour les enfants? C'est simple, tu pourras probablement pas éviter, même dans les établissements privés. Donc la question, c'est à quel point toi, tu vas devoir faire le travail de contre-propagande à la maison. C'est aussi simple que ça. C'est à quel point tu vas prendre du temps, et ça demande de l'énergie, ça demande de la patience, d'aller demander, t'intéresser à ce qu'ont appris tes enfants, et d'aller leur dire, bah toi, qu'est-ce que tu penses de ça? D'aller en fait générer leur esprit critique sans forcément leur donner la réponse. Faire exactement ce que l'école prétend faire mais ne fait pas ou fait très mal. Ensuite, Fabien qui me dit bonjour, j'aimerais savoir si tu as déjà été confronté à des individus ou associations qui ont tenté de te tromper, de t'orienter vers de mauvais investissements ou autres pratiques douteuses. Étant donné les précieux conseils que tu donnes aux entrepreneurs, un retour d'expérience sur ce sujet pourrait grandement bénéficier à la communauté afin d'éviter de telles mésaventures. Alors oui, je suis tombé sur des gens qui m'ont très mal conseillé. Alors j'ai perdu des milliers d'euros, vous pouvez pas imaginer les montants. Je suis tombé sur quelqu'un qui m'a exploité, je révélerai pas encore cette histoire, mais sachez qu'il m'a pris beaucoup d'argent, au début d'ailleurs de ma carrière. Vous pouvez pas imaginer les sommes. Donc oui, ça fait partie de se tromper sur les gens, ça fait partie aussi des erreurs et des épreuves qui font que t'es censé en tirer quelque chose, en tirer des leçons. Et des associations ou des individus qui ont tenté de te tromper. Et oui, sinon c'est rempli de ça, hein. Alors c'est rempli de ça à des niveaux plus rigolos, parmi les influenceurs. Vous connaissez certains influenceurs, en fait ils ont un ego surdimensionné, et la plupart enfin influenceurs c'est un grand mot pour eux, hein. Mais les mange-merde, la plupart des gens qui m'ont chié à la gueule, je vous le dis vraiment très honnêtement, ils étaient dans mes DM à me demander des trucs. Et en fait, j'ai pas accepté, ou je leur ai foutu un vent, ou un truc du genre, et une semaine plus tard, ils m'insultaient, ou un mois plus tard, ils m'insultaient. Mais c'est valable pour tous, absolument tous, et vous serez très surpris. Mais bon, ça c'est la base. On passe à la question suivante, de Arthur Ray. As-tu déjà été salarié? Et si oui, peux-tu partager ton expérience? Merci. Non, jamais, jamais. Je sais qu'il y en a qui diraient que c'est la honte, je sais pas quoi, mais en fait, je l'ai déjà dit, c'est grave stylé parce qu'en fait,
j'avais déjà une entreprise avant de finir mes études d'ingénieur parce que je bossais 40 fois plus que les autres. Donc non, j'ai jamais été dans le salariat game et il m'effrayait énormément parce que je montrais déjà des signes en école de volonté d'être responsable de tout. Je voulais être responsable, je voulais être le boss, je voulais vos gueules. Chut, chut. Ta gueule, toi aussi ta gueule, c'est moi. Ah, je suis dans la merde, ma faute. Je suis en mode je suis royal, ma faute. Oui, j'ai toujours voulu ça. C'est pour ça que j'ai séché énormément de cours, je dis pas de le faire, mais en école d'ingé, parce que j'ai dit bon, tu me donnes pas de rattrapage si je suis pas là à tes cours, très bien. Bah je vais pas y aller quand même, parce qu'en fait ton cours c'est de la lecture de polycopier, et je vais le lire chez moi, et je vais préparer moi-même l'examen, et t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc j'ai toujours voulu être responsable de mes résultats, et ouais, non, j'ai construit une expérience, je vous en parlerai dans un hors-série, mais une expérience avec la prépa et tout, qui m'a dit non, 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 ne fais pas ça, voilà. Et je voulais pas, et donc, et donc je suis très 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 content d'avoir réussi à créer ma vie comme je le voulais aujourd'hui. Didi TSN, salut Raptor, as-tu des conseils pour pouvoir affronter un début de burn-out? Oula, oulala, oulala, je vais lire la suite. Est-il possible de ne pas passer par cette étape? Et ce que tu ferais pour retrouver de l'aplomb? Je n'ai pas envie d'abandonner ou de prendre du retard sur mes cours, mon travail ou mes projets malgré cela. Merci pour ton travail, je souhaite un très bel avenir. Alors je vais dire un truc un peu violent, mais je pense qu'il n'y a pas de burn-out à cet âge-là. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de burn-out. T'as même pas connu la vie que t'es déjà en burn-out. C'est change de mentalité, change d'hygiène de vie, change d'organisation, réorganise-toi, trouve un moyen, arrête de te plaindre et arrête de comparer ce que tu fais. Tu as beau faire énormément de choses peut-être dans la journée, c'est énormément de choses comparé aux gens qui foutent rien, tu vois. Donc relève tes standards et tu vas voir que ce que t'appelles burn-out, en fait, c'est ta façon d'envisager ta vie. Tu l'envisages comme étant très difficile. Ah ouais, je suis mort, je fais ça, je fais ça. Tu devrais reconsidérer ça, et ça va, en changeant ta mentalité là-dessus, tu vas changer comment ton corps et ton esprit endurent la difficulté de la vie, la difficulté du travail, etc. Donc je pense que c'est plus une question de mentalité que de réel burn-out, t'es crevé, ou alors c'est que tu t'y prends mal. Peut-être que tu t'y prends mal, si tu t'entraînes 2 fois par jour, tous les jours, je sais pas quoi, là c'est que tu t'y prends mal, tu vois. Ensuite, ECDRDM. Salut Raptor, pourquoi les gens sont dans une sorte d'obligation de prendre position sur tous les sujets? Ah bah c'est marrant, c'était le sujet de la leçon de vie. Sachant que personnellement je ne sais pas tout, et heureusement, ou bien que j'ai suffisamment de problèmes où j'en ai strictement rien à foutre, mais c'est d'autant plus flagrant sur les personnes un peu médiatisées qui se font prendre en grippe si elles ne prennent pas parti sur tel ou tel sujet. Quel est ton ressenti à toi? Bah je pense que j'ai répondu juste avant. Il y a ce besoin d'attirer l'attention, de prendre des bons points dès que l'occasion se présente. En fait, vous avez des gens qui saisissent les opportunités de la vie, hein, tout simplement. Il y a des occasions, parfois c'est facile, Black Lives Matter c'est facile, le Covid à l'époque c'était facile, de queuquer, restez chez vous, faites le confinement, mettez votre masque, prenez 25 boosters, c'était facile. Il y a plein de sujets faciles parce qu'ils donnent des récompenses et les gens capitalisent dessus, donc dès qu'il se passe un truc, tout de suite, hop, je m'aligne, je prends les bons points, merci, au revoir. Est-ce que j'ai un placement de produit la semaine prochaine? Ouais, j'en ai 3, let's go, je suis bien avec cette agence, hein. Et puis là, le sujet actuel, la bande de Gaza, c'est un peu moins facile, là. C'est un peu moins facile parce qu'il y a des pressions de chaque côté. Donc, là, on assiste à un peu plus de bégaiement. Mais je pense que j'ai répondu à ta question juste avant, là, du coup. Le Beuglar, salut Raptor, à partir de quel état de santé constitue Zero to Hero? J'ai perdu énormément de poids déjà, mais je suis toujours en IMC trop important, 37, qu'en penses-tu? Je pense que c'est n'importe quand, parce qu'en fait, tu as 4 protocoles. Alors, t'as peut-être pas vu la vidéo de 13 minutes où j'explique, je présente Zero to Hero, t'as 4 protocoles pour ce que j'ai appelé les 4 types de corps. T'as le protocole 1, qui est la prise de muscle. Donc, je vais pas le détailler, mais en gros, enfin si, je vais pas le détailler, mais on se concentre sur le protocole 1, sur la prise de muscle. C'est pour les gens qui sont skinny ou qui ont fini leur première étape de sèche, qui sont contents du niveau de définition qu'ils ont et qui veulent prendre du muscle. Et là, en fait, je leur explique que ça sert à rien de faire des overage, n'importe quoi, de overlocker leurs calories, d'en faire des tonnes, parce qu'en fait, il y a qu'une partie qui va servir à la construction de muscles, et le reste, ça va construire du gras, et ça n'a pas d'intérêt si ce n'est de se foutre de la bouffe dans le bide. Et c'est prouvé, et aujourd'hui tout le monde le sait, que un maintien métabolique, à des calories de maintien, et un tout petit peu plus,
tu es dans les dispositions parfaites pour faire du muscle, de manière naturelle. Il y a le protocole numéro 2, qui est la recomposition corporelle, donc c'est pour les gens skinny fat par exemple, qui veulent construire du muscle et virer du gras en même temps. C'est possible, aujourd'hui c'est prouvé, et même en étant en déficit calorique. Et de toute façon on le voit. Le protocole numéro 3, c'est pour les musclés mais gras, donc c'est pour ceux qui sont avant 20% de body fat, on va dire. Ils ont une grosse capacité musculaire, en tout cas ils ont une quantité musculaire correcte, et ils veulent l'augmenter tranquillement, mais le projet maintenant, augmenter les perfs, oui, mais c'est surtout de virer du gras. Et là, il y a tout un protocole qui se fait en plusieurs semaines, avec des étapes. Et enfin, à ton cas, le protocole 4, c'est pour surpoids. Et le surpoids, il concerne pas juste les mecs qui ont jamais fait de muscu, il concerne tous les mecs qui sont au-dessus de 20%, et ce que j'explique, au-dessus de 20% de body fat, j'en ai rien à foutre, vous êtes en surpoids. C'est pas pour vous clasher, c'est juste parce que vous faites des films, et j'ai pas envie que vous fassiez des films, j'ai envie de vous parler vrai. Donc, pour les surpoids, et là ça concerne n'importe qui, il y a des protocoles, et tout est expliqué, il y a 4 heures et quelques de vidéos, et il y a des vidéos notamment dédiées à ces protocoles-là, et tout est expliqué là-dedans, et là-dessus, t'as un protocole avec 3 options, pas 3 semaines, mais 3 options, voilà, et tu peux aller aussi loin que tu veux, et j'explique absolument tout, et ça fonctionne du feu de Dieu. On a des transformations de gens qui étaient en surpoids vraiment visibles, et qui ont un bête de physique, là. Vous pouvez aller voir les transfos d'ailleurs sur Zero to Hero, donc voilà, n'hésite pas à commencer, ne crois pas qu'il faut avoir des prérequis, essaye, fais-le, tiens-toi-y sur 3 mois, et tu vas halluciner des résultats, crois-moi. Et sans te restreindre, sans faire de cardio, juste fais tes 10 000 pas, j'explique tout, et avec la diète la plus agréable de ta vie, et tu verras exactement de quoi il s'agit. C'est pas juste des paroles en l'air, j'ai résolu l'équation de fitness. Et c'est tout pour les questions cette semaine. On passe du coup à la dernière rubrique, la rubrique numéro 8, sondage et devoir de la semaine. C'est parti, jingle. Rubrique numéro 8, sondage et devoirs de la semaine. Alors on revient sur le sondage de la semaine précédente, c'était les smartphones pour les adolescents, pour, sous restriction ou contre. Sur Spotify, vous avez voté, vous avez voté à 4,7% pour, 58% pour sous restriction et 38% contre. En gros, allez pas additionner pourcentage, j'ai arrondi. Donc, intéressant, bon je savais très bien que il y aurait des mythos parmi vous, genre vous êtes contre, on sait très bien que vous êtes contre, mais vous-même vous en avez eu un, et on sait très bien que vous en donnerez un à vos enfants. Bande de mythos. On va aller sur Instagram, on va aller regarder les avis. On a Mélissa Des Paolo. Pour, avec restriction, smartphone ne veut pas forcément dire application. Étant maman d'un garçon de 10 ans, ça me rassure de savoir qu'il peut me joindre via e-message et me tenir au courant quand il rentre de l'école tous les jours, ou je rentre un peu plus tard du travail. Ça ne lui empêche pas d'être toute la journée dans la forêt à construire des cabanes, à aller à la boxe, à dessiner, à jouer avec son chien, etc. Les enfants nous imitent. Très intéressant. Alix GTN, archi contre. Il a été prouvé que ça détruisait le cerveau et que ça rendait totalement crétin. Que ça entraînait des retards gravissimes d'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Les gamins, des gens qui bossent chez Apple et Google, foutent leurs enfants dans des écoles privées où les merdes qu'ils vendent sont strictement interdites. D'autant qu'ils peuvent facilement tomber sur des contenus inadaptés, voire carrément dangereux, même avec toute la vigilance du monde. Même pour les adultes, c'est mauvais. Pas de portable avant le lycée, à la rigueur, un vieux machin qui peut seulement téléphoner, envoyer des SMS et qui va pas sur internet comme j'ai eu quand j'étais ado et puis c'est réglé. Les enfants ont besoin de jouer dehors, de lire et de faire des activités manuelles pour développer... Oui, enfin, après un téléphone, il y a la console aussi à la maison. Dans ce cas-là. Et de faire des activités manuelles pour développer leur imagination et leur capacité cognitive. Alors là, tu parles des enfants ou des ados. Les jeux vidéo en particulier, ceux qui demandent d'être créatifs et adaptés à chaque âge, à doses raisonnables, sont aussi très bons pour le développement du cerveau, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est proactif, donc meilleure activité, meilleure stimulation que de glander devant la télé par exemple. Je suis d'accord avec la dernière partie. Masto RGM, j'ai révisé ma position depuis que j'ai moi-même des enfants. Avant, j'aurais répondu contre sans nuance, mais il est vrai que pour l'avoir expérimenté, les enfants dans les endroits de grands, si on a prévu le jeu, mais que malheureusement ça s'éternise, restaurant, transport, ça peut être sympa pour les calmer de mettre un petit dessin animé, pour ne pas que ces petites bombes à tête blonde ne rendent les gens autour de moi hystériques. Alors ça c'est intéressant, on en rediscutera le jour où je ferai le podcast sur la parentalité. Les écrans, les enfants, les restaurants, les transports, ce genre de choses, c'est très 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 intéressant.
Sam Truel Renard, entièrement contre, je suis prof en primaire et en secondaire, équivalent du collège en Belgique, et ça me sidère de voir mes enfants scotchés à leur téléphone et se sentir démunis quand je leur confisque. Ah oui, mes enfants, ok. Parce que, en fait, les profs qui confisquent les téléphones, vous allez dire, mais Raptor, t'as un problème mental avec les profs ou quoi? Mais en fait, c'est parce que je leur en demande tellement que je suis déçu, en fait. Je suis déçu dès qu'ils ne font pas assez. Et les profs qui confisquent les téléphones, bon, déjà, les élèves, enfin bref, les élèves sont pas mieux, hein, mais les confiscations de téléphone, je trouve ça horrible, en fait. Virez-le de cours, mais ne touchez pas au téléphone des gens, en fait. Il y a tellement de soucis en classe et dans la cour liés à ça. Photos prises en douce, réseaux sociaux, circulation de nudes, etc. J'ai d'ailleurs mis une boîte à téléphone en classe dans laquelle mes élèves doivent déposer le leur s'ils veulent participer au cours. Ah ça, c'est mieux, c'est déjà mieux. Dans un même temps, j'ai 2 filleuls de 4 ans, l'une joue à la princesse et vivace, joue avec ses chiens. Enfin, à mon avis, c'est pas que c'est bien mieux, c'est qu'à mon avis, il y a des gens, et un jour, ils vont te dire « Ah, je jure, monsieur, j'ai pas mon téléphone, hein. J'ai pas mon téléphone, je te dis. » Vas-y, casse pas les couilles, j'ai pas le téléphone, tu vois. Donc en fait, tu vas créer des embrouilles. Tu tiens trop à leur... en fait, tu tiens trop à eux, là. Là, t'essayes de les aider au-delà du possible. Je sais que ça doit casser les couilles de voir des élèves sur leur téléphone pendant le cours, mais je comprends qu'il y ait des profs blasés, en fait, qui soient là, ils fassent, mais allez vous faire enculer avec votre téléphone, allez-y, t'es content, t'es sur Snapchat, fils de pute. Voilà. J'ai 2 filleuls de 4 ans, l'une joue à la princesse et vivace, joue avec ses chiens. Je tiens à dire que le métier de prof est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Joue avec ses chiens, l'autre a accès à une tablette et ne fait que regarder des Disney et jouer sur des applis. Non, terrible. Je te laisse deviner lequel me semble le plus épanoui et le plus vivant. Alors pour moi, c'est non. Un enfant n'a pas besoin de téléphone à la maison, à l'école, ils apprendront bien assez tôt à l'utiliser au moment opportun. Encore une fois, enfant, c'est pas ado. Attention à la confusion. Pour les enfants, pour moi, j'ai pas posé la question sur les enfants. Pour les enfants, la question, elle se pose pas. On en rediscutera. Shaolin, The Monk, salut Raptor, mon fils a 15 ans et ma fille 11 ans, ils ont tous les deux un téléphone, ma fille n'a pas internet pour le moment, et son téléphone ne sert qu'à appeler. Quant à mon fils, il a un smartphone que depuis 2 ans, et je l'ai autorisé à utiliser Instagram que depuis cette année. J'ai une application qui me permet de lui réduire son temps d'utilisation et d'avoir un regard sur son utilisation. Je suis d'accord avec Cantona sur la nocivité des smartphones, cependant il faut aussi vivre avec son temps. Et puis les adolescents sont de futurs adultes, il faut leur apprendre à se responsabiliser, leur intérieur le portable peut avoir l'effet inverse. Il faut simplement faire beaucoup de pédagogie et leur expliquer les risques des excès. C'est intéressant, il y a rien à virer de ce que vous dites, vraiment c'est super intéressant, c'est pour ça que j'aime bien cette rubrique, même si elle est toute à la fin et que voilà, j'ai toujours des avis super intéressants de gens qui sont concernés ou qui vraiment se mettent dans la peau de la question, contrairement à la rubrique le test. et ouais, c'est vraiment une question difficile parce qu'en effet, tu peux avoir l'effet contraire en interdisant totalement. C'est difficile aussi d'exclure l'ado des délires. Maintenant, il va pas rater son adolescence s'il est pas au courant des délires de tel ou tel truc qui s'est passé sur les réseaux. Mais en tout cas, ça l'exclut de ça un petit peu. Il y a aussi la possibilité d'avoir un téléphone qui sert juste à communiquer, envoyer des SMS parce qu'il y a une question de sécurité. C'est sûr qu'il y a, en fait, il y a un entre-deux qui est difficile à jauger, difficile à trouver, et qui va peut-être dépendre de chaque famille. Ce qui est sûr, c'est que en fait, il n'y a pas que le télé. En fait, quand on se dit ouais, regarde les ados sur leur téléphone, ils sont au repas, ils sont que sur leur téléphone, ils sont sur le canapé que sur leur téléphone, etc. Après, c'est aussi parce que on leur dit rien. Vous voyez ce que je veux dire moi, où t'es à table, mais même si tu te fais chier, bah fais-toi chier à table, bâtard. C'est qu'un mauvais moment à passer, à table en famille, je sais pas quoi. Fais-toi chier, j'en ai rien à foutre. T'as qu'à participer à la conversation, t'as qu'à nous apporter des éléments de réponse. Je trouve ça horrible d'avoir des enfants qui vont être scotchés sur leur téléphone. Bon, après il y a des cas différents, donc ça dépend. C'est un vaste sujet, mais je suis content des réponses qu'on a eues. Et donc le sondage cette semaine, c'est en rapport avec les matchs de boxe des influenceurs. Je voulais juste vous demander, est-ce que vous trouvez ça bien ou pas bien? Vous êtes pour ou contre les nouveaux combats de boxe super médiatisés où c'est des influenceurs entre eux ou carrément quand ils ont les moyens avec des stars genre Tommy Fury, etc. Est-ce que vous êtes pour ou contre ça? Et argumentez évidemment sur le post du podcast sur Attraptor Podcast sur Instagram. Dites-nous pourquoi vous êtes contre. Par exemple, il y en a, ils vont me dire je suis contre parce que ça nuit au noble art, c'est un beau sport qui mérite pas d'être sali par des amateurs qui viennent attirer à la lumière et font des faux matchs, je sais pas quoi. Ou vous allez dire, je sais pas, je suis pour parce que ça met en valeur la boxe et c'est un super sport et tant mieux s'il y a des médias. Voilà. Ça m'intéresse. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Vous pouvez voter sur Spotify et argumenter sur Instagram.
Et enfin, on va revenir sur le devoir de la semaine. Donc, le devoir de la semaine, c'était quand vous allez scroller sur TikTok ou Instagram et que vous y prenez, vous allez tout de suite vous rendre compte, mettre le minuteur et 10 minutes, et au bout de 10 minutes, vous êtes obligé de partir. On a chauve.fr qui me dit « Je l'avoue, c'est un échec ». Bon, je pense que pas beaucoup de gens ont voulu admettre l'échec parce que pas beaucoup de gens se sont prêtés à l'exercice en réalité. Ranaël Aderouine encore qui nous dit « Il était très corsé, mais réussite, mais ça permet de se rendre compte à quel point mes réseaux modifient nos comportements. C'est une sorte d'addiction sans qu'on s'en rende compte, donc je vais m'y tenir de façon quotidienne de ces 10 minutes max par scroll. Je vous jure que ça va vous faire tout drôle si vous vous prêtez à l'exercice. » Marie et Joe, ayant déjà activé la restriction sur tous les réseaux depuis un moment, le devoir de la semaine fut un succès. Ok. Martin MLA, je n'ai pas la lucidité de mettre un chrono avant de scroll puisque c'est un réflexe d'ouvrir l'app quand j'ai rien à faire pendant 15-20 minutes. Cependant, j'ai arrêté de scroll dans mon lit pendant des heures où je m'ennuie. J'utilise ce temps pour écrire des idées et les mettre en ordre dans le bloc-notes de mon téléphone, donc j'ai grandement réduit mon temps sur TikTok. Et enfin, on a Simon Kerr qui nous dit sur la journée, pas de problème en particulier, mais là où je suis une grosse merde, c'est aux toilettes. Je vous l'avais dit. Dans le conseil de chat sur la dopamine. Raptor, il conseille de pas prendre le téléphone aux toilettes. Je vous l'avais dit que vous êtes incapable de faire ça. Je le savais. Moi, depuis ce conseil de chat, j'ai plus jamais, à chaque fois que je vais aux toilettes, mon téléphone, je suis à la maison, hein, donc je le pose, le posez pas hors des toilettes si vous êtes, je sais pas où, vous allez vous le faire voler. Mais mon téléphone, il est pas avec moi en fait. Depuis, je l'ai jamais fait, mais je savais. Je savais que vous alliez pas faire les choses, c'est bidon, c'est évident, je le savais. Ah, je commence par faire un truc normal, à savoir consulter quotidiennement mon compte en banque, parce que je suis en def en ce moment. le mec, quand il va chier, il regarde son compte en banque, mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Mais je finis vite par scroller sur Insta, faisant ainsi passer, ça passe extrêmement vite, quand vous êtes aux toilettes, le téléphone, Twitter, truc, c'est horrible. Faisant passer mon temps au WC de 5 à 30 minutes, des fois plus, putain, mais vous êtes des forceurs, hein. Vous restez plus de 30 minutes aux toilettes. Putain, mais vous avez pas honte. Gros progrès à faire de ce côté-là pour moi. Ok. Et bien voilà pour le retour sur le devoir de cette semaine. Le devoir de cette semaine de la semaine, c'est une difficulté épique. Vous voulez dropper... Non, non. Attendez, je réfléchis. Non, c'est une difficulté épique. Vous voulez loot du stuff épique? Vous en avez marre du stuff rare? Voilà la difficulté épique. Vous allez prendre un jour dans la semaine. Et je vais le faire. Et je vais vous le mettre en vidéo. Un jour dans la semaine où c'était prévu que ce soit un jour de repos, pas d'entraînement, je sais pas quoi. Ce jour-là, ou alors si vous entraînez régulièrement, etc., s'il faut par semaine, bah vous prenez un jour d'entraînement, on s'en fout. Vous allez me prendre votre trépied, la bande de menteurs. Bon, vous n'êtes pas obligé de filmer, mais vous allez mettre un chronomètre et vous allez faire 100 burpees. J'ai pas le temps. J'ai plus le temps. Vous allez faire 100 burpees et je veux connaître vos chronomètres. Ne mentez pas. Allez jusqu'au bout. Si vous arrivez plus, et ben vous en faites un. Et vous en faites un. Et vous en faites un. La technique, elle va être horrible à la fin. Mais moi, je vais le faire et je vais vous donner mon chrono, ok? 100 burpees, vous prenez un jour cette semaine, vous faites 100 burpees, et je veux connaître votre chrono, et la difficulté, elle est épique. Parce que vous allez voir que c'est pas des lol, et je l'ai jamais fait, donc ça m'intéresse moi-même d'avoir mon propre chrono là-dessus. Voilà pour le devoir de la semaine. C'est tout pour cet épisode numéro 7 de 10 000 pas saison 2. N'oubliez pas de laisser un avis 5 étoiles sur Spotify, mais surtout sur Apple Podcast, de partager avec les timecodes à quelqu'un qui sera intéressé par l'un ou l'autre sujet de cette émission, de continuer à faire vivre le podcast sur Instagram, Raptor Podcast, j'ai besoin de vos commentaires, j'ai besoin de vos retours. C'est tout pour moi cette semaine, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Et écoutez bien ce que je vous ai dit dans les leçons du jour. C'était le Raptor, bonne semaine à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 8. Ciao!